583 last way start, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583 last way start, way 26 left. Radio down, no radio. Eh bien, aujourd'hui, Joris à la régie, mais pour m'accompagner, toujours mon fidèle acolyte, Antoine. Bonsoir Alexandre, Antoine. bonsoir à tous. Et donc ce soir, Antoine, tu vas nous présenter notre invité. Exactement, et bien ce soir, on a le plaisir de recevoir Jacques Arnaud. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Donc tu as de multiples facettes, on va pouvoir revenir sur tout ça pendant l'interview, mais bon, le titre le plus officiel, c'est expert éthique au CNES, ça c'est bon ? C'est bon, tout à fait. Eh ben parfait. Bienvenue dans l'émission, on est ravis de te Merci. recevoir. Merci. Donc voilà, tu as une longue vie, tu es écrivain, tu travailles au CNES, beaucoup dans le spatial. Donc on va pouvoir revenir sur tout ça dans l'interview. Mais avant de passer à l'interview, revue de presse Alexandre ? Petite Tu es revue de prêt ? presse, exactement. Allez, je prépare mes notes, mais on va commencer avec le retour de la traditionnelle vidéo de la semaine. Donc, non, pardon. Pas de vidéo cette semaine, désolé. On commence avec notre première news. La vente, la conclusion d'un marché entre la fameuse patrouille Breitling, ancienne patrouille Breitling qui, depuis 2019 avait perdu ses sponsors et était devenu donc Apache Aviation. Il y a un an, Jacques Bottelin, le fondateur d'Apache Aviation, avait cloué ses avions au sol sur le terrain de Dijon-Lonvig. L'entreprise a été rachetée donc, cette semaine par Babcock International, qui est un groupe spécialisé dans la défense. Au total, c'est 11 jets, des L-39, et qui vont donc retrouver à terme le ciel dijonnais. C'est un contrat qui a été tenu secret pendant plusieurs mois, voire années. Et ce que Babcock voudrait faire, c'est rentrer dans de la formation, rentrer dans des contrats de défense, donc la formation de pilotes de chasse français comme internationaux avec ces appareils. Donc le L-39, c'est un appareil qui est fait pour la formation de pilotes. Et qui répond très bien à ces critères. C'est intéressant de voir l'arrivée de ce marché en France parce que c'est un marché aux États-Unis qui est très connu. Les entreprises privées qui viennent épauler justement les formations dans le militaire. Donc à suivre. Donc ça y est, on ne verra plus de L-39 aux couleurs de Breitling. Ils étaient encore, je crois, dans les hangars avec la livrée Breitling. Alors ils étaient restés, il y a peut-être une photo, on verra, mais ils étaient restés avec une livrée proche de celle de Breitling, mais avec écrit Apache Aviation dessus. Okay. Il n'y avait plus vraiment le gros logo Breitling, mais effectivement, ils étaient restés dans leur couleur iconique. Mais ils restent à Dijon, donc on verra toujours des L-39 volés dans le ciel bourguignon. Eh bien écoute, on passe à la seconde news. Une news toujours militaire, il en faut. C'est le lancement de la production dans les usines de Northrop Grumman en Floride du premier E-2D Skyhawk qui est en fait un avion AWACS, un avion radar navalisé, donc qui est utilisé dans l'aéronavale française. Donc c'est le premier appareil sur 3 produits pour la France, donc l'aéronavale, la marine nationale. C'est une évolution par rapport au E2C, qui était la version qui est actuellement utilisée. C'est un avion qui est utilisé dans plein d'armées étrangères et qui est américain, et qui est là depuis des années. Alors en France, il est en service depuis 1998, mais il est en service aux États-Unis depuis les années fin des années 80. Donc voilà, c'est une grosse étape franchie pour la Marine nationale qui attend de pied ferme ces avions. C'est pour les remplacer ou c'est en complément? Alors, ils en ont peut-être un petit peu. Actuellement, ils ont 3 Hawkeye E2C et ils voudraient les remplacer par les 3 E2D. Okay. C'est pas pour faire du complément, c'est vraiment remplacer les appareils. Bon bah écoute,
News suivante. Jamais 203, on parle toujours un peu de militaire. Je Tu voulais pouvais pas t'en empêcher, Ben, que non. du militaire, Alexandre. Quand on me laisse faire la revue de presse, bien évidemment. Non, c'était cette semaine l'attaque sur Grozny, qui est un territoire russe, avec des drones, des drones, un peu comme des drones, mais des ULM A-22. Donc c'est des ULM qui sont dronisés. Donc on retire le pilote, on met de quoi rendre le pilotage autonome dessus. Ils sont fabriqués par Aeropract, qui est un constructeur ukrainien qui construit ces avions, ces ULM à Kiev. Et donc voilà, c'est des images qui ont été vues sur les réseaux sociaux, qui ont fait un peu sensation, sont un peu remontées parce que c'est une nouveauté, l'utilisation d'un appareil d'aviation générale transformé en arme sur le conflit ukrainien. Et c'était Aeroprac, du coup, il faisait déjà des avions avant la guerre. C'était vraiment un constructeur du LM en Exactement, Europe qui... c'est ça. Ils sont un peu dans l'effort de guerre, on va dire. D'accord. Mais avant, ils avaient quand même une histoire dans le milieu de l'aviation générale. Eh ben écoute, je te propose de passer à des news plutôt sur l'aviation commerciale. Avec plaisir. La première, c'est la visite du pape à Ajaccio, qui a eu... donc le pape est venu en Corse, en France, pour plusieurs cérémonies, assisté à plusieurs cérémonies. Il est reparti, mais pas avec n'importe quel avion, il est reparti avec un A320 Neo de la compagnie Air Corsica, ce qui est une fierté pour la compagnie bien sûr, mais aussi tous les Corses qui ont passé une agréable journée, même un agréable week-end. Donc voilà, la fierté, c'est d'avoir vu le pape sur un A320 Neo. J'imagine que dans ces cas-là, les avions sont entièrement en vie, enfin en termes de sécurité, etc. En fait, ça se passe comment, c'est pas tu un sais vol commercial comme ce que tu prends pour aller en vacances. Ils privatisent finalement le vol. Tu voyais des images de l'avion, déjà tu avais le tapis rouge devant, donc privatisé, mais il y avait quand même pas mal de personnes à l'intérieur, donc tout le Oui, bien staff, sûr, tout le staff j'imagine. l'accompagne, Mais c'est pas des aussi. passagers Air Corsica, c'était vraiment pour les équipes du Vatican. Par contre, en termes de symboles et de communication, c'est vrai que la livrée Air Corsica, ça devait être sympa. Ah bah là, c'est sûr. On enchaîne avec une autre news sur l'aéronautique commerciale. Air Caraïbes qui reçoit son premier A350 1000 avec la configuration 480 sièges. Donc c'est la configuration qui a le plus de sièges sur 350. Sachant que pour donner un petit comparatif, sur les les Boeing 777-300 d'Air France, donc c'est la plus grosse majorité du long courrier Air France, c'est 380 places, je crois. Joris me corrigera peut-être, je dis peut-être n'importe quoi. Mais c'est plus, mais on est bien en dessous des 480 places. Donc ce qui fait que Air Caraïbes, qui appartient au groupe Dubreuil ainsi que French Bee, veut se positionner sur une nouvelle stratégie pour faire de la 350 un avion interchangeable entre ces deux compagnies et avec plus de capacité tout en consommant moins, donc en ayant une efficacité des vols bien plus intéressante. Et j'avais cru voir aussi, leur intérêt, c'est qu'au niveau des destinations qu'ils desservent, que ce soit un petit peu des différents côtés de l'hémisphère, ils s'en sortent plutôt bien puisqu'ils peuvent mettre la 350 en hiver sur certaines destinations, en été sur d'autres destinations, en fonction des compagnies aussi. Oui, Et ils totalement. s'en sortent comme ça, ils ont vraiment la configuration avec plein de passagers, ils consomment moins de carburant qu'un 777 qui date un petit peu, et ils espèrent être plus rentables sur ces destinations très prisées. Eh ben, écoute, je te propose de passer à la dernière news avec, on en parlait déjà il y a 2 semaines, Oraero. Cette fois, c'est pas l'intégrale E, mais l'intégrale R qui a été certifiée par l'EASA, donc l'organisme de certification européen. Donc une entrée en service espérée en janvier. C'est après 5 ans de travail, c'est quand même plus de 250 heures de vol pour cette certification, avec un premier vol qui est intervenu en juin 2020. Donc l'objectif pour 2025, c'est 15 livraisons. Donc voilà, c'est Oraero qui se lance sur 2025 avec une bonne nouvelle. Enfin, 2 bonnes nouvelles même. Ils l'ont attendu assez longtemps en plus cette certification. C'était vraiment un des premiers pas pour devenir avionneur. C'est vrai qu'il faut avoir avionneur d'avion certifié. C'est vrai que ULM à part, on va dire, avoir un avion certifié, ça permet de enfin se revendiquer en tant qu'avionneur et en plus ils ont beaucoup d'ambition. Donc belle nouvelle pour eux. Merci Alexandre pour toutes ces news. Écoute, merci on a Antoine. pu balayer un petit Je peu vais te tout. repasser la main pour notre interview.
Eh ben merci. Alors dans le chat, n'hésitez pas. Ce soir, on reçoit donc Jacques Arnoux. N'hésitez pas à. Alors, pardon, on va enfin, faire une petite interruption. ouais, je te en laisse, fait, je te laisse la main. On ne commence pas, mais on finira au moins par la vidéo de la semaine. Donc j'ai choisi cette vidéo d'un passager d'American Airlines qui a eu un vol en A321 au décollage de JFK et a eu un bird strike. Je vous laisse vous regarder ça. En sachant que des bird strikes, on en a quand même dans l'aviation civile, c'est quand même un phénomène connu. Il y en a souvent. C'est juste qu'ils sont pas toujours filmés. Là, en l'occurrence, il était bien filmé. Ouais, effectivement, donc c'est assez impressionnant, on entend bien les vibrations des moteurs, ça tu connais Antoine, mais voilà, une vidéo qui a un peu aussi fait le tour du net, parce que effectivement on en entend parler, mais on n'en voit pas forcément trop souvent. Exactement, après voilà, c'est Mais l'aviation. pas est de quand même, panique, le vol c'est bien terminé, tout le monde va bien. Je sais même pas, il s'est dérouté, Il il s'est reposé. revenu se poser. Parce que justement, pour certains types d'oiseaux, là, c'est dans la certification moteur, ils peuvent tout à fait ingérer des oiseaux et continuer le vol sans souci. Il y a vraiment différentes tailles d'oiseaux. Donc là, en l'occurrence, bon, le pilote a choisi, ça dépend. L'enquête montrera quelle taille d'oiseau c'était, mais en l'occurrence, les moteurs sont tout à fait aptes à gérer tout ça. Bon, écoute, désolé de t'avoir interrompu finalement pour la vidéo de la semaine, mais je te rends la main. Ça y est, c'est parti. Alors pour ceux qui nous rejoindraient dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec l'interview. Ce soir, on reçoit donc Jacques Arnoux, qui est expert éthique au CNES, donc ravi de te recevoir. On va revenir sur différents sujets, un petit peu sur ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé ensuite pour le CNES, on va parler de spatial, mais aussi un petit peu d'aviation. Donc voilà, c'est bon, prêt pour l'interview? Mais je voulais même commencer par l'aviation, parce que on peut commencer en vous disant que tout à l'heure, en regardant le générique de début et toutes ces images d'avion, en fait j'étais très ému, bizarrement ému, parce qu'il y a 15 jours de ça, j'étais à Washington pour une réunion spatiale, donc on en reparlera sur le pourquoi de ce genre de réunion, et j'ai eu le temps de visiter le musée de l'air et de l'espace de Washington, où se trouve l'appareil des frères Wright. D'accord. Et quand on a la chance, comme moi, à quelques jours près, de voir de près, pas de toucher, parce qu'évidemment, mais de voir de si près cet appareil des frères Wright et penser qu'il y a 120 ans à peu près qui sépare cet appareil qui ressemble même pas à l'ULM, enfin on pourrait certainement pas mettre beaucoup de choses dedans, et puis les images que nous avons vues et l'évocation il y a un instant du 320 ou 21, je sais plus, Néo, et de 350, c'est quand même assez émouvant. En 100 ans en plus. Un siècle, et puis tu parles de héros et du futur, et ça, je trouve ça toujours extrêmement émouvant. Ah bah, voilà, c'est juste immergé dans l'histoire en plus, c'est sûr que ça évoque des choses. Bah écoute, parce que comme tu veux, donc on peut parler que d'aviation maintenant. Non, mais je pouvais pas m'empêcher parce que il y avait encore cette évocation de l'aviation, et c'est vrai que puisqu'on est à cap sur l'avenir, enfin et de penser l'avenir, mais de pas oublier que tout ça, d'abord, c'est que la naissance est très récente au fond, et que c'est des engins qui ressemblent à des ULM d'aujourd'hui, mais entre ces ULM d'hier et puis les engins dont vous venez de parler tous les deux, il y a eu des progrès, des défis relevés absolument extraordinaires. Et des hommes, en l'occurrence les frères Wright, et puis tous ceux autour que vous connaissez comme moi, qui ont osé des choses absolument fantastiques. Beaucoup de pionniers, d'inventeurs. Aujourd'hui, on peut avaler un oiseau et rentrer sain et sauf. Je veux dire qu'un oiseau, les frères Wright, s'ils prenaient un oiseau, ils étaient au sol. Alors, ils étaient à 30 cm, donc c'était pas très grave, mais quand même. C'est quand même assez je trouve assez extraordinaire. Puis les premiers vols juste en planeur, on ne pouvait pas ingérer un oiseau s'il n'y avait pas de moteur. Après, il y a eu les premiers moteurs, et non, c'est assez. Mais là, regardez les moteurs des frères Wright avec les deux hélices, là, on se dit, mais ça décolle. Ah oui, non, mais. Waouh! C'est sûr que d'être au pied de leur avion, ça doit faire quelque chose. Bon, bah, merci pour ce partage. Ça pourrait être une recommandation d'aller visiter ce musée, ceux qui pourraient passer. C'en est une, c'est la première. Restez bien jusqu'à la fin, on fait nos recommandations en fin d'émission, donc n'hésitez pas. Alors, je te propose qu'on revienne un petit peu, donc, quelques années auparavant, assez loin du spatial, de l'aéronautique finalement, puisque au tout début de ta carrière, on va dire, tu t'es orienté plutôt vers l'agronomie, c'est ça? Vers ce qui s'appelle désormais AgroParisTech, c'est ça? Exactement. J'ai eu la chance d'intégrer AgroParisTech il y a plus de 40 ans maintenant. À l'époque, c'était l'agro tout simplement, avec une certaine passion pour la terre, le sol, le vivant qu'on y plante, qu'on fait développer, et en terminant par un court moment, mais que j'ai beaucoup apprécié dans le monde des forêts, où là, on apprend la patience et le temps en tout cas les vivants qui sont plus vivants que nous, parce que quand vous cultivez des arbres, évidemment, les arbres que vous plantez, vous les récoltez pas, et ceux que vous récoltez, ce sont même pas vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui les ont peut-être plantés. Donc on relativise beaucoup des choses, et au fond, ça donne aussi une certaine philosophie de la vie.
Et je me rends compte aujourd'hui que dans certains échanges que je peux avoir, encore il y a quelques jours avec un astronome, qui lui regarde à l'échelle de l'univers, eh bien, toutes ces sciences qui nous mettent en contact avec une autre réalité que la nôtre comme être humain, avec nos quelques décennies d'existence, sont quand même des sciences extraordinaires parce qu'elles nous donnent aussi une forme de philosophie. Et avec en particulier le rapport au temps. Bon, l'astronome, c'est aussi le rapport à la distance. Là, les arbres, ils sont quand même plus proches que voilà. qui ont Donc, pour l'astronome. mais c'est pour moi donc quelques années à l'agro puis à l'école forestière qui ont été finalement a posteriori beaucoup plus formatrices que je ne le pensais à l'époque. C'était un petit peu le début du cheminement, ça t'a fait sortir un petit peu du temps court, prendre un peu de recul. S'il y avait une deuxième recommandation, vous voulez des recommandations, vous en avez à voir. C'était quand même un philosophe du Moyen-Âge, enfin un penseur du Moyen-Âge qui disait, alors il ne faut pas trop le suivre quand même, mais plutôt que de vous fourrer uniquement dans des livres, allez vous mettre sous les arbres. Alors, il faut faire les deux, hein, on est d'accord, surtout ceux qui sont étudiants et qui nous écoutent. N'oubliez pas vos bouquins, vos ordinateurs, mais c'est aussi prendre le temps de se mettre à d'autres diapasons du temps. Non, c'est instructif. À garder en tête dans un petit coin de sa tête. Mais justement, tu parles de livres, on va dire, de littérature. Dès cet instant-là, tu t'es beaucoup imprégné de différents écrits, donc peut-être plutôt côté agronomie, ou est-ce que c'est venu après, ce côté être baigné dans la littérature et beaucoup s'inspirer d'autres auteurs ou ça... Bon, non, le livre a toujours été présent, mais c'est vrai que c'est venu quand même je dirais pas une fois mes études terminées, mais pas tout de suite au début des études. Je lisais beaucoup, mais c'est après que j'ai vraiment commencé, ou même ne serait-ce qu'à constituer une bibliothèque personnelle qui aujourd'hui est un peu, non pas préoccupante, mais occupante tout court, qui prend beaucoup de place. Bon, mais c'est vrai que les livres désormais font vraiment partie de mon horizon. Et j'ai même la chance de pouvoir en écrire, donc c'est là que ça devient... oui. Mais les livres, à cette époque-là, pas forcément, c'était pas au centre... C'était surtout comme étudiant. Bon, voilà, il faut lire des livres. Et puis, oui, vous êtes jeune, hein, mais je veux dire, l'ordinateur et Internet, ça n'existait pas. Donc, l'outil principal, c'était le livre. Donc, ce qui est plus lourd parfois aussi, mais c'est donc les bibliothèques au sens le plus ancien du terme. Enfin, et c'est un milieu que j'ai commencé à découvrir et à apprécier beaucoup. Enfin, j'en parlais encore aujourd'hui, la bibliothèque de Beaubourg. J'y passais des heures et des heures parce que bon, je n'avais pas d'autre accès à la connaissance que les livres. L'instruction passée par les bibliothèques et des heures à feuilleter. Mais heureusement, on a fait, là, comme dans l'aviation, on a fait des grands progrès. Aujourd'hui, on peut aussi aller sur Internet, avoir des tas d'outils et multiplier la manière d'apprendre. Ou même accéder à plein de bibliothèques différentes. En termes géographiquement, on peut se faire recevoir plein d'ouvrages. D'accord. Bon, voilà, c'est intéressant de mettre un petit peu en place tout comment tu as évolué jusqu'à maintenant. Et un autre point que je trouve intéressant, c'est en termes de recherche, est-ce que le doctorat a tout de suite été une évidence ou est-ce que c'est pas du tout. Après, Non, comment ça s'est fait? Parce que du coup, tu as fait une d'abord, thèse à la fin. D'abord, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, comme je viens de le dire, en agronomie, dans la foresterie, si le terme existe. Et puis, là, j'ai changé de voie, un peu sous l'influence des arbres, peut-être. Et j'ai entamé un parcours religieux. Donc, je suis devenu... religieux, dominicain. Alors, dominicain, pour ceux qui ont dans la fiction, dans le cinéma, c'est en général les mauvais, c'est ceux qui allument les bûchers pour brûler les sorcières. Bon, ça situe. Donc, je me suis longtemps baladé avec un briquet dans ma poche. Enfin, non, je rigole, c'est pas vrai. Et donc, j'ai poursuivi mes études. Donc, là, j'avais commencé plutôt par l'agronomie, donc domaine de la biologie, que je retrouverai après. Et là, j'ai commencé plutôt la philosophie, la théologie. Donc, d'autres bouquins, mais là aussi, à l'époque, c'était quand même que des bouquins. Et je me suis intéressé, vu mes origines intellectuelles, au rapport entre science et religion. D'accord. Et c'est là que j'ai entamé, en réalité, 2 thèses. Bon, voilà, c'est les hasards de la vie. D'une part, une en théologie, sur ce qu'on appelle les créationnistes. Alors, ça n'a rien à voir avec l'aviation, ni l'espace. Ce sont ceux que Charles Darwin agace. Et il pensait que nous pouvons avoir un lien avec des singes et des dinosaures avant, et que tout ce que le monde a plusieurs milliers d'années et que la Terre a quelques milliards d'années, ça les dérange. Donc il y a des conflits que vous avez peut-être rencontrés dans vos lieux de formation, mais qui existent depuis un certain temps. Donc je me suis intéressé à ça, et j'ai fait une thèse là-dessus. Et puis là, les hasards de la vie m'ont fait rencontrer des gens du spatial. D'accord. Qui m'ont parlé de la vie sur Mars. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît la vie sur Mars. Vous connaissez tous les petits robots qui se baladent, enfin même des gros, parce que le dernier, c'est la taille d'une petite voiture quand même. Bon. Mais dans les années 90, je vous parle des années 1990, donc du siècle précédent,
Mars, c'était les années 70. Les Américains avaient été sur Mars, avaient envoyé les sondes Viking en 76. Donc, et là, ça s'était un peu calmé, l'aventure martienne. Donc 20 ans plus tard, la NASA décide de repartir sur Mars. Et je rencontre à ce moment-là l'un de ceux qui travaillait sur ces... Alors, il n'était pas tout seul, parce qu'un programme d'exploration spatiale, c'est des dizaines, des centaines de chercheurs et autant d'ingénieurs. Lui, il travaillait au niveau scientifique. Il nous fait une conférence dans un congrès qui parlait du vivant en général, et il nous parle de la vie sur Mars. Alors moi, j'étais bavard. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Donc je suis allé le voir, il m'a dit, mais écoutez... ou écoute, puisqu'en anglais on tutoie, voilà, ok, je vais te faire découvrir mon travail, et puis comme tu es à Paris, je vais te faire rencontrer des astronomes parisiens avec lesquels je travaille, comme j'ai entendu parler d'une conférence où on parle du spatial, vas-y, tu vas un peu découvrir, et du fil en aiguille, je me suis retrouvé au pied des marches du CNES, un beau jour. En haut des marches, il y avait le directeur général, que je suis allé voir, monsieur le directeur général, et puis, quelques temps plus tard, il m'a dit, si vous voulez venir passer quelques semaines chez nous, on était en 96, 95, venez chez nous. Mais c'est vraiment au hasard d'une conférence, voilà. vraiment une... Ça, c'est ma troisième recommandation. On va les compter. Non, parfois, le hasard, comme ça, passe devant votre porte. Saisissez-le. Parce qu'un directeur général qui vous dit oui, mais attendez, moi, je suis en train de faire une thèse en théologie, je suis ceci. Non, mais ok, je viens. Et puis, vous savez faire quoi dans le spatial ? Rien. Vous savez qu'une fusée... non, je ne sais pas ce que c'est qu'une fusée. Je vois, il y a une fusée Ariane, là, juste en face de moi. Il y a un haut et un bas, mais bon, je ne connais rien au spatial. Ah bon, on va essayer quand même de vous occuper un peu pendant un stage de 3 mois. Et ça a commencé comme ça. Puis au bout de 3 mois, comme vous êtes étudiant, on fait des rapports de stage. Donc j'ai fait mon rapport de stage dans un domaine où je ne connaissais pas leur langage. Je ne sais pas qui était l'indigène, vous voyez, l'explorateur, mais c'était à peu près ça. Donc, quasiment en parlant par des signes. Et puis, je fais ma présentation. Alors, PowerPoint, ça n'existait pas. Le must à l'époque, c'était les transparents, les rétroprojecteurs. Donc, là, j'avais 2-3 transparents. Là, je vais remontrer ça. Et puis, l'un des directeurs, à la fin, m'a dit c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un comme vous qui n'y connaît rien, mais qui porte un regard sur ce qu'on fait nous. Parce que nous, on est né dans le guidon, quoi. Et puis pas d'ouverture, parce que justement, tout le monde connaît le spatial, est passionné Exactement. Depuis des années, et on a du mal à en prendre un peu de recul. Voilà, donc voilà. Là, c'était l'intérêt. Donc, c'était un regard frais, monsieur Arnoux, est-ce que vous voulez rester avec nous ? Et puis, au lieu de rester 3 mois, prolonger un peu ça. Pourquoi pas ? Ah ouais, mais il faut trouver un contexte, etc. Vous pouvez faire une thèse ? Je dis oui, par équivalent, je peux pouvoir faire une thèse en histoire des sciences. Bon, écoutez, on va monter ça comme un doctorat, et puis vous allez travailler pour nous. Donc j'ai commencé, j'allais à mi-temps. À mi-temps, j'étais sur ma thèse en théologie, à mi-temps sur ma... Enfin, j'avais plusieurs mi-temps. Bref, et j'avais un mi-temps avec eux. 2 thèses en parallèle, quand même. C'est ambitieux. Oui, non, mais j'avais pas l'ambition de faire une thèse... Enfin, vous voyez, la thèse du siècle, c'était... Bon. Donc je fais ce travail, et je découvre, ce faisant le spatial, que je trouve assez génial. Quoi. Parce que j'ai découvert une chose que oui, vous vous en rendez peut-être compte, mais en fait, c'est que le spatial, on peut tout y faire. Et c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit, mais ici, on a besoin de gens de tous les horizons intellectuels, de toutes les compétences, de tous les niveaux. Et la passion du spatial, enfin, je ne sais pas si à la fin de notre petit échange, je vous aurais donné un peu de ma passion pour l'espace, mais peut-être que vous l'avez déjà un peu parce que vous êtes ici, vraiment. Mais on peut être passionné, vivre cette passion quel que soit le métier qui est le nôtre. Parce que j'ai rapidement rencontré que mes futurs collègues, quelle que soit leur place dans la maison, quand il y avait un nouveau lancement, ils étaient là, et ça vibrait. Et même, c'était étrange, parce que j'ai vécu l'échec d'Ariane 501. Donc, premier vol d'Ariane 5, on a vu le dernier l'année dernière, mais au bout de 30 secondes, je peux bien, à 35 secondes, ça explose. Ceux qui pleuraient, il y a des gens qui pleuraient. Ce n'étaient pas les ingénieurs les plus haut placés. Parce que eux, dans leur schéma d'ingénieur, ils intègrent le fait c'est le premier vol, que l'échec est possible, et tout de suite, ils sont déjà dans la phase suivante. Pourquoi ça a explosé ? Donc, quelque part, la catastrophe, ils la digèrent dans l'action, parce qu'eux vont agir immédiatement. Mais les secrétaires, les gens qui font le ménage, qui suivent nos affaires, qui étaient devant l'écran,
Ils se rendaient bien, eux, ils chialaient. Parce qu'eux, ils n'avaient pas l'expérience suffisante et le recul suffisant. Et je dis, mais si on vit ça dans le spatial, il faut être là. Ouais, c'était the place to be parce que bah vraiment, oui, s'il bien y avait sûr, autant de gens parce qui qu'il y autour d'un avait quelque projet, chose d'enthousiasmant, vraiment. t'as senti une énergie Donc, vraiment j'ai et dit, tout le monde. Et donc, c'était dans la une fin de ma direction. thèse, donc je suis allé voir le directeur, et bon, on s'est félicité, très bien, vous avez fait votre job, bon, parfait. Et moi, je lui ai dit, mais monsieur le directeur, c'est quand même génial l'espace. Alors là, ça y est, j'ai terminé mon contrat de 2 ans ou 2 ans et demi. Vous n'auriez pas un autre contrat à me proposer? Et là, ça va être la 4e recommandation. On va garder un petit compte. Quand vous serez manager, parce que vous serez manager un jour, hein, puis parmi ceux qui nous écoutent, ce que je souhaite, quand un de vos collaborateurs vous dit bon alors quel est le travail que vous avez à me donner, il faut, c'est pas possible toujours, mais la réponse que m'a faite ce jour-là ce directeur, c'est monsieur Arnoult, ça fait maintenant pas loin de 3 ans que vous êtes avec nous, vous commencez à connaître un peu la maison, connaître un peu le milieu, alors à vous de me faire une proposition. Dites-moi où vous vous voyez et ce que vous Voilà. voulez faire chez nous, où est-ce que vous êtes le Alors, mieux adapté, quoi. Là, j'ai eu quelques petites idées géniales a posteriori dans ma existence, et j'ai dit, mais monsieur le directeur, l'éthique spatiale, bah oui, une réflexion éthique sur l'espace, parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Il me dit, vous avez raison. Ça me plaît. Écoutez, faites-moi un projet de travail prospectif sur 2 ans. Voilà, un petit projet comme on fait tous, hein, déjà dans les écoles d'ingénieurs ou d'autres, un petit projet, voilà. Oui, c'est un petit fil Un directeur, petit pour dire, directeur, voilà, j'ai ces un idées-là. petit calendrier, puis voilà, puis sur 2 ans, et si c'est bon, vous rempilez pour 2 ans. Bon, donc j'ai fait une proposition, tout de suite. On a trouvé la structure qu'il fallait, enfin bref, on a monté tout ça, et on est reparti sur 2 ans. Et c'est comme ça que, là vous m'avez présenté comme expert éthique au CNES, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'expert éthique. À l'époque, ça n'existait pas. Tu as créé, enfin voilà, tu as eu une idée d'une petite source inexplorée Voilà, de donc, ce oui, monde du spatial que tu avais découvert un peu tout à sur le fait, tard en arrivant tout à fait. directement au CNES. Ouais. Ils t'ont Alors, laissé ta enfin, chance. Pas directement, il y avait déjà. Donc Oui. c'est explorer un domaine, c'est des Ouais. chances à saisir, c'est un peu d'imagination, un peu de créativité dans tous les domaines. Et puis bon, alors c'est vrai, il y a dans l'aspect technique, c'est vrai. Et puis bon, ok, j'ai eu de la chance. Le Mais directeur surtout- était assez visionnaire aussi. Alors voilà, Ouais. parce que c'est surtout, et j'aime bien, et j'essaie de ne jamais l'oublier, c'est tout ça, c'est les gens qui, à un moment donné, m'ont fait confiance. C'était le directeur général Jean-Daniel Lévy, auparavant, qui était en haut des marches, qui m'a dit « venez chez nous ». C'était le directeur général, ensuite, le suivant, Gérard Brachet, avec lequel je continue à travailler, qui m'a dit « mais faites-moi une proposition ». C'était mes collègues autour qui m'ont appuyé, des collègues maintenant qui sont des amis aussi, de Toulouse d'ailleurs. Et bon, j'en ai plein d'autres comme ça. J'ai ma ribambelle, ma galerie, des ancêtres, au sens de ceux qui, à un moment donné, m'ont dit « allez-y ». Bon, on vous fait confiance. On pense que là, c'est une bonne idée, mais bon, il faut aussi du soutien. C'est pas le tout d'avoir une bonne idée. Hein. Il faut des sponsors dans tous les sens du terme. Et ça, il faut aussi un peu les chercher. Je disais récemment à un étudiant, j'ai dit, mais repérer des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Parce que tout seul, c'est trop... Ou alors on fait quelque chose comme tout le monde. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'appui, parce que tout le monde fait la même chose. Ou alors on essaie de faire un truc un peu différent, et là, il faut des bons appuis. Donc il faut regarder autour de soi qui peut être un appui. Mais c'est vrai tout le temps, hein, y compris quand on prend la parole en public. C'est dans l'Assemblée, qui va m'aider. Bon, dans ma carrière, qui va être mon mentor, Qui va me permettre mon coach. de- C'est pas seulement un coach. Alors c'est important d'avoir souvent des coachs, mais ma référence, enfin celui qui peut m'inspirer, celui qui peut me tiens à l'occasion, et après, ne pas les oublier. Bien sûr. Ouais, pas Et oublier. ça, c'est génial aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Ça montre aussi qu'au CNES, il y avait cette volonté de prendre du recul, une certaine ouverture, parce que c'est pas n'importe quel directeur ou n'importe quelle personne au CNES, ou dans n'importe quelle entreprise qui aurait peut-être eu cette ouverture d'esprit de se dire on va proposer une chance, on va essayer de mettre en place les structures, parce que j'imagine derrière les échanges que ça devait être avec les différents services pour mettre en place il n'y avait pas de cadre autour de tout ça, Non, quoi. C'est pas aucun. voilà, on a une fiche de poste qui est bien détaillée avec tels objectifs, dans 3 ans vous allez faire ça, etc. Là il Absolument. fallait tout créer, et
Et ça, c'est intéressant aussi voilà, de montrer qu'il y a des entreprises en France et des Oui. institutions où il y a ces ambitions-là. Et Tout à fait. on Et peut- elle est toujours soutenue. On va dire, Bien sûr. je pense que si je n'avais pas eu un soutien répété après toutes les directions successives, parce que évidemment depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, les beaucoup de directeurs, les débuts de directeurs, de présidents, etc. Et c'est important de dire effectivement, comme tu dis à l'instant, qu'il y a eu vraiment un soutien de la part des directions successives par rapport à une démarche qui n'est pas la démarche essentielle, mais qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprises responsables. Alors nous sommes une entreprise, un établissement public un peu particulier, mais ce souci qu'on qualifie d'éthique fait partie d'une de nos responsabilités comme organisme public. Il y a d'autres responsabilités par rapport à RSE, par rapport à l'empreinte carbone, tout ce qui aujourd'hui est très présent, qui à l'époque ne l'était pas. Mais ça, c'est l'histoire, hein, et c'est pas du tout une critique. Et donc, ça a été aussi une manière de dire, à travers l'étiquette éthique, c'est surtout notre cap. Est-ce que nous sommes capables de rendre compte devant nos concitoyens, puisque nous sommes un organisme public qui fonctionne sur des impôts, sur nos impôts, et donc de rendre compte de nos activités. C'est-à-dire que nous sommes capables très facilement, la communication a toujours été importante au CNES, de montrer ce que nous faisons. Mais ça, c'est seulement une partie du rendre compte. Je ne montre pas seulement ce que l'on fait, les décollages, les satellites, notre rapport à Galiléo, l'observation des océans, enfin bref, tout ça, c'est aussi pourquoi nous le faisons, pourquoi nous sommes convaincus que ce que nous apportons là est important pour les concitoyens que nous sommes tous, et nous-mêmes nous sommes des concitoyens, pour la construction d'Europe, pour la coopération internationale. Et tout ça, il y a à élaborer un discours qui, pour moi, relève de ce terme un peu facile, je le reconnais, mais qui est le terme d'éthique. Pourquoi faisons-nous cela ? Comment nous le réalisons ? Et comment nous sommes conscients des conséquences de notre activité ? Alors, il y a les conséquences qui sont attendues. Parce que plutôt bien fait. Bah oui, parce que si on lance un satellite d'observation, il observe. Bien sûr. Bon. Quelles sont les conséquences de ces deux observations ? Parce que voilà, il faut imaginer, quand je suis rentré au CNES, quand j'ai commencé à fréquenter le CNES, donc il y a bientôt 30 ans, des images satellites de 50 cm de résolution, c'était secret défense. Ouais, le monde a bien changé depuis. Donc le monde a bien changé, parce que petit à petit, ces images, d'abord, la résolution, c'est plus 50, on arrive bien en dessous, et c'est sur Internet partout. Donc il y a aussi, alors il y a un changement de la part de ceux qui auparavant possédaient les renseignements, les militaires qui brutalement se retrouvent, non pas démunis, mais qui doivent trouver d'autres moyens, qui doivent aussi améliorer leurs instruments. Mais nous, citoyens lambda, civils, qu'est-ce que ça signifie que d'avoir aujourd'hui accès à des images avec une telle résolution, qui en plus sont rafraîchies tous les jours, peuvent être rafraîchies ou très rapidement, quelques jours, et de n'importe quel endroit de la planète. Et ça, nous ne nous rendons peut-être pas vraiment compte, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la globalisation, la communication vraiment intense. Mais pensez aujourd'hui au drame de Mayotte. Nous avons tous les jours sur nos écrans des images extrêmement précises de ce qui s'est passé via les satellites de communication. On a des commentaires en direct parce qu'il y a des journalistes, etc. Donc tout le réseau satellitaire qui non seulement communique, mais peut aussi aller prendre des photos extrêmement précises, ce qui fait que tous les jours, n'importe qui d'entre nous peut savoir exactement ce qui se passe n'importe où sur cette planète, en particulier par rapport à Mayotte. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, comme citoyen français, « je ne suis pas au courant ». Et puis, je ne sais pas trop ce qui se passe. On doit me cacher des choses. Non, on peut avoir des images. C'est pas une zone militaire secrète. C'est pas masqué, c'est pas flouté. Je peux voir ce qui se passe. Je peux me rendre compte aussi facilement que ce qui se passe sur le trottoir. Donc, le mot qu'on a non pas inventé, mais qui a été, dans les années 2000, ou 2010, quand on commençait à réfléchir là-dessus, c'était ce mot qui avait été forgé par un journaliste qui a été repris par Chirac aussi à un moment donné, c'est « nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas ». Et ça, c'est une des conséquences du spatial. Mais ça, comment nous aider, nous, à intégrer comme citoyens de cette planète, cette responsabilité énorme qui est désormais la nôtre, mais personnelle. Alors, c'est pas nous, les gens du CNES, qui allons donner la réponse. Mais comme mes collègues, pas moi, je ne suis pas un spécialiste d'observation de la Terre, mais comme mes collègues peuvent nous expliquer jusqu'où nous pouvons aller dans l'observation de la Terre, donc dans la connaissance
la captation de ces images, la communication de ces images, jusqu'où on peut aller, c'est eux aussi qui peuvent nous sensibiliser à ça. Et on rentre là dans une question éthique beaucoup plus large, qui est notre responsabilité les uns par rapport aux autres. Comme disait Régis Debray, la fraternité que nous devons aujourd'hui constituer, qui est une fraternité qui repose sur de la technique aussi. Mais c'est génial de voir que le spatial, justement, est un de ces vecteurs et que apporte une sorte de démocratisation d'accès au monde. Et on peut avoir tout ça. Et c'est sûr que c'est un moyen aussi... on prend pas assez de recul, justement, on se dit c'est bien, on a plein d'images satellites, ça permet de savoir des choses. Mais non, ça connecte un petit peu. C'est un vecteur comme l'aviation, d'ailleurs. Un des vecteurs pour communiquer faire communiquer des peuples entre eux. Absolument. Et comme tu dis, on peut pas ignorer ce qui se passe à certains endroits. Et on est obligé enfin pas obligé, mais en tout cas, si on le souhaite aussi, on a ce... Et tu as raison, parce que si on combine l'outil extraordinaire d'observation qu'est le satellite. Bon, on se souvient qu'au début des années 60, dans le domaine de l'espionnage, enfin, tout à l'heure tu parlais du milieu militaire, hein, mais évidemment, les militaires ont vite pris à eux les satellites pour pouvoir observer les pays étrangers. Quand on avait l'avion, c'était l'époque du célèbre U-2 américain, il faisait une trace au-dessus de l'Union soviétique, en espérant ne pas se faire descendre, ce qui est quand même arrivé au moins une fois, et puis... Quand il y a un satellite qui est arrivé, le premier satellite, il a fait en une seule mission X missions du U-2. Donc on multiplie énormément la connaissance. Mais aussi l'aviation, tu viens de le dire, l'aviation permet aussi d'agir rapidement quasiment partout, parce que c'est pas le tout d'avoir le savoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des yeux, mais aussi avoir des mains, en quelque sorte. Oui, bien sûr, si on voit ce qui se passe à Mayotte, mais qu'on ne veut pas y aller en avion pour filer un coup de main, c'est compliqué. En ce moment, le pont aérien qui est entre La Réunion et Mayotte, là, on a recours à l'aviation, et le rôle social de l'aviation est évident. Là, c'est beaucoup plus rapide, et on peut créer, on le sait depuis longtemps, des ponts aériens. Et là, la combinaison de l'aérien, du spatial, fait que nous sommes capables de sauver des vies, mais aussi responsables de sauver des vies. Parce que nous avons les moyens. C'est dans ce sens-là que je dis, nous ne pouvons pas dire « je ne le sais pas ». Nous le savons, et qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour agir en fonction de nos connaissances. Donc là, on est au plein cœur justement de l'éthique. C'est vraiment une des... on y arrive petit à petit. C'est vraiment plein cœur du sujet. Et justement, c'est... En prenant un petit peu de recul, en arrivant au CNES, est-ce que tu te souviens des premières réactions des personnes qui... Parce que j'imagine que c'est une chose d'avoir un directeur qui te suit et qui te fait confiance, avec qui vous arrivez à échanger et à mettre en place un projet. Mais du coup, le processus pour arriver à communiquer avec les personnes du CNES, les premiers échanges, les relations publiques, comment est-ce que ça s'est fait un petit peu tout ça? Parce que là, on voit, c'est vrai qu'avec le recul, on voit, le spatial, on a plein d'informations, c'est génial, ça s'est démocratisé, mais au début, c'était pas pareil, ça ne devait pas être la même chose quand même. Oui, tu as raison de poser cette question, et je vais vous raconter une histoire. Enfin, d'abord, il y a eu des réactions, soit pas d'absence de réaction. Bon, c'est quoi d'ailleurs ces types qui débarquent au siège? Pendant longtemps, on a cru que j'étais plutôt quelqu'un de la Cour des comptes ou un espèce d'inspecteur parce qu'on se demandait, on le voit pas dans les équipes, il connaît rien au spatial. Il y avait des réactions négatives, alors pas tellement au CNES, mais un peu à l'extérieur, parce qu'au même moment, il se trouve que l'Agence spatiale européenne a tenté de faire la même chose, sans succès, mais davantage communiqué. Nous, on est resté assez discrets au début. On s'est dit, commençons modestement, puis on verra comment ça grandit. Mais les réactions, en revanche, comme l'Agence spatiale avait communiqué, il y a eu des réactions un peu négatives. Par exemple, dans la presse spécialisée, à l'époque, il y avait un célèbre journaliste, Albert Ducrot, qui a écrit une chronique extrêmement négative, en disant, c'est quoi l'éthique, on va nous empêcher de faire ce qu'on veut, on va brider l'enthousiasme, etc., etc. Donc je me suis dit, il va falloir y aller prudemment. Et puis, je me suis rendu compte que quand je prononçais le mot d'éthique, alors, j'étais pas encore salarié du CNES, donc c'était mes collègues, mais pas encore vraiment collègues. M'écoutaient gentiment, mais ils voyaient pas trop ce que ça voulait dire. Alors, lors de une des toutes premières réunions que j'ai organisées avec ceux qui il a dit, ça m'intéresse de voir au moins ce que c'est. Donc, on fait une réunion au siège à Paris. Alors là, j'avais un peu prévu mon coup quand même. Je dis, il faut que j'apprivoise la chose. Je leur ai dit, écoutez, pour l'instant, on va pas parler d'éthique. Moi, j'aimerais savoir quel est le grand mythe fondateur de la conquête de l'espace. En posant une question, je leur ai demandé à chacun. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Même le mythe fondateur de l'air, c'est le même d'ailleurs que j'avais en tête. Icare. Oui. Donc ils me répondent Icare. Très bien. Alors j'ai dit, écoutez, je vous propose, et je sors de ma mallette, de lire le texte précis du mythe d'Icare, chez Ovide, dans les Métamorphoses. Donc 5e recommandation.
je compte plus au 6e. Vous pouvez lire non simplement le texte. Allez, parce que je pense, je sais pas, parmi ceux qui nous écoutent, mais il doit y avoir un certain nombre d'élèves ingénieurs ou d'ingénieurs. En fait, la personne importante, c'est Dédale, le père d'Icare, qui est le père des ingénieurs, le saint patron des ingénieurs. Il a tout inventé. Le labyrinthe, le Minotaure, donc il bricolait aussi dans le génie génétique, ou quasiment, la reproduction artificielle, enfin bon, la fécondation artificielle, etc. Il a tout fait. Et puis donc les ailes. Alors on lit le texte. Mais quand on lit le texte, on voit que Dédale, il n'est pas con du tout, si vous me permettez. Il avait dit à son fils, attention, vole pas trop bas, il y a les remous de la mer, au-dessus, il y a le soleil qui risque de faire fondre la cire. Oui, c'était très technique. C'était très technique. Donc, moi, je voyais bien que mes nouveaux collègues, ils écoutaient, ils disaient, ah punaise, oui, nous on a l'idée, on voit un grand gaillard, bien musclé, bien bronzé, avec des ailes, qui bouge des ailes, et puis il va trop près. Non, mais il faut lire le texte. Et pourquoi il crée des ailes? C'est pour fuir une île, d'accord, dans laquelle il y a un minotaure. Bon, ok. Et puis ça se termine mal. Et puis on dit, oui, le mythe d'Icare, c'est l'orgueil humain qui est dénoncé. Ah bon? Je sais pas, c'est pas ce que je lis. Parce que Icare s'est présenté comme un enfant, pas comme un grand beau jeune homme qui sort de bodybuilder, enfin voilà, genre Schwarzy il y a quelques années. Bon, non, c'est un gamin. C'est un gamin auquel on donne des ailes. Comme quand on est gamin, on vous donne une planche à roulettes ou mon temps c'était des patins à roulettes, enfin voilà, ou un vélo, et puis brutalement il se rend compte que c'est génial. Ah, bien sûr. Donc c'est génial, Icare, le petit Icare, il a des ailes. Et puis d'ailleurs Ovide le dit, c'est un plaisir fou. Donc il commence à voler, et puis il va aller plus haut parce que c'est tellement de plus en plus génial. Mais il est en plein rêve, justement. Bah oui, et son père lui dit, va pas haut. Et puis là, ça, c'est la catastrophe. Donc en lisant ce texte-là, ils se sont dit, ah ouais. Si l'éthique, c'est creuser les fondements, l'inspiration de ce que nous faisons aujourd'hui, nous interroger sur comment nous faisons ça aujourd'hui. Est-ce que, tiens, les règles de prudence, c'est vrai qu'il y a des règles de prudence, on les connaît, donc ça peut être par moments des règles de prudence. Ça peut être trouvé aussi, mais dire, oui, dans ce qu'on fait, il y a du plaisir. Ce plaisir, est-ce qu'on peut le partager? Bien sûr qu'on peut le partager. Bon, il faut le partager même. L'ingénieur qui réussit un coup, qui réussit à faire ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, ou l'équipe d'ingénieurs, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des équipes, ils ont le plaisir de la réussite, il faut en parler. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir honte de son plaisir. Bon. Bien sûr, Dédale, il n'a pas gardé ça pour lui, Voilà, il a voulu faire essayer à son fils parce que ça le faisait rêver aussi. C'est comme ça que, déjà, petit à petit, alors, c'est des histoires, c'est la mythologie, c'est aussi rappeler l'histoire parce que tous les ingénieurs dans le spatial ne connaissaient pas ou ne connaissent pas l'histoire du spatial. Est-ce que tous les pilotes connaissent l'histoire de l'aviation? Bien sûr, pas tout, justement. Ils ne peuvent pas tout connaître, ils peuvent connaître peut-être quand des brides. Quand on a la chance de monter l'escalier de l'Aéroclub de France, avec son bruit caractéristique, quand on voit tous ces portraits d'ancêtres, quand on voit, comme vous le faites au début de votre générique, des photos en se disant, mais il y a toute une histoire, mais c'est pas du tout anodin. C'est comme ça aussi, c'est pas du tout du passéisme, c'est pas de la nostalgie. La nostalgie, elle est réservée à ceux qui ont vécu les choses. Moi, je n'ai pas vécu les frères White. Je ne suis pas nostalgique de ces périodes-là. En revanche, on se souvient, on fait mémoire parce que c'est comme ça qu'on crée le futur. Et c'est comme ça, c'est ce que j'ai essayé, et ce que j'essaye toujours de faire entrer. Après, évidemment, au fur et à mesure, on a commencé à me connaître un peu. La direction s'est rendue compte que ça passait bien, que dans les médias, ça intéressait les gens. Alors ça, c'est essentiel. Si les médias vous soutiennent, alors là... Vous êtes bingo. Oui, parce que on a tellement besoin de communiquer que si vous trouvez un sujet qui plaît aux médias, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, en passant, je remercie les médias parce que sans eux, je n'aurais pas pu tenir, parce qu'il a fallu quand même tenir un certain nombre d'années. C'était pas la traversée du désert, mais c'est-à-dire que c'était le désert quand même. Il fallait planter un truc, l'arroser, le faire grandir, faire connaître, tenter des choses qui marchaient pas, tenter d'autres choses qui ont marché, etc. Et puis au bout d'une dizaine d'années, il y a eu quelque chose que peu avaient prévu, dont vous avez sans doute déjà parlé, qui s'appelle, malheureusement en anglais, le New Space. Un nouveau chapitre dans l'histoire. Un truc que certains d'entre nous n'avaient pas vu arriver ou avaient cru que ça n'arriverait pas. Donc nous nous en sommes pris plein la figure. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ouais. Alors,
Grosse On va- révolution. on donc va oui, pas le New rentrer Space, pour là-dedans. dire, c'est quand même une Voilà. grosse révolution. De Voilà. nombreux acteurs qui arrivent, Voilà. alors que le spatial c'était comme orienté autour de gros acteurs plutôt nationaux ou en tout cas Exactement. des groupements de pays. Et là, d'un seul coup, beaucoup de petits acteurs qui deviennent d'un seul coup beaucoup plus gros aussi, puisqu'ils arrivent à faire leur place à un endroit qu'on pensait réservé à des Tout à grosses institutions plutôt étatiques. Et puis avec quelques acteurs qui savent très bien communiquer. Ouais. C'est sûr que quand vous mettez une belle voiture rouge en orbite avec votre fusée qui fait en plus des trucs que personne n'a jamais fait jusqu'à La présent, petite musique qui va bien. et avec la petite musique qui va bien, le spationaute avec le coude sur la portière, c'est un coup de pub énorme. Donc il communique énormément. Mais quand on communique, bah, c'est donc de l'information. C'est pas que du bluff, c'est pas que du vent, c'est aussi des questions que vous suscitez dans l'esprit des Bien gens. sûr. Et donc, le New Space, à travers SpaceX, à travers Bezos, à travers Blue Origin, à travers d'autres, on pose encore aujourd'hui beaucoup de questions à nos contemporains. Questions qui nous reviennent. Mais dites-vous, vous, l'agence spatiale, bon, il y a les aspects techniques. Une fusée réutilisable, ça marche comment, etc. Puis il y a les aspects éthiques et juridiques. Mais ces gens-là, ils font n'importe quoi ou quoi. Bon. Donc, à partir des années 2010 ou après, après de 12 ou 13, est né un intérêt pour ce nouveau chapitre et un intérêt intelligent. Je veux dire par là qu'il était déjà intelligent auparavant, mais avec des questions qui relevaient vraiment du pourquoi, qui relevaient vraiment du comment, quelles sont des normes, quelles sont les règles. Enfin, donc il y a du droit. Alors les gens ont découvert qu'il y avait un droit spatial. Comment ce droit va-t-il évoluer ? Et c'est là que j'ai eu aussi une deuxième grande chance, alors que je suis totalement pas du tout responsable de ça, c'est que les universitaires ont commencé à s'intéresser au spatial, au domaine spatial avec leurs compétences. Les juristes, qui étaient peu nombreux, sont devenus plus nombreux. Il y a aujourd'hui une communauté de jeunes juristes, par exemple en France, qui est très dynamique et extrêmement intéressante. Mais aussi les sociologues, les anthropologues, des philosophes. Et il y a depuis quelques années vraiment une floraison de travaux universitaires qui rendent ma petite matière, là, un peu, qui était toute nouvelle et un peu originale, beaucoup plus sérieuse, finalement. Alors, c'est pas moi qui fais ces travaux universitaires, mais le fait de pouvoir dire, bah, regardez, avant, il y avait 2-3 références, maintenant... Toute la communauté il qui y a- derrière il y a- légitime voilà, aussi. Enfin, on c'est commence à toujours avoir la des- validation on par les commence à pairs, avoir- là, d'un seul oui, coup. oui, C'est et un donc- sujet qui est légitimé. Et donc ça c'est une deuxième chance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, le poste que j'occupe, même si j'ai pas d'équivalent dans les autres agences, en revanche, j'ai des interlocuteurs, plus que ça, des collègues dans les académies, dans les universités, qui mènent des travaux que je serais incapable de faire, parce que c'est vraiment des travaux de spécialistes dans les sciences humaines. Moi, je suis plutôt un généraliste, je me balade un peu partout, et ça, c'est une grande chance, parce que c'est avec ça qu'on peut aller plus loin, parce que, une fois encore, c'est toujours comment on prépare la suite. Aujourd'hui, on voit l'aspect technique, avec plein de questions pour la suite, et on peut préparer la suite, parce que souvent on dit, bah oui, mais les sciences humaines, vous êtes toujours en retard, les juristes sont toujours en retard, vous légiférez, puis... Non, mais là, nous n'avons pas encore commencé à exploiter la Lune. Nous n'avons même pas encore d'installation permanente sur la Lune, mais les juristes sont déjà sur le dossier, réfléchissent, et pas seulement les juristes aussi, les sociologues, les philosophes. Et donc, Oui, c'est le bon timing pour se poser les questions. Voilà, C'est vraiment exactement. le moment, c'est encore en avance de phase. Et c'était tout l'intérêt d'avoir un petit peu pavé le chemin avant et de rester aussi, tu dis que tu es généraliste, c'est un peu un petit liant tout ça, parce que c'est bien d'avoir Oui. des spécialistes dans différentes Tout à fait. universités, tout à fait. mais il faut quand même des événements pour lier tout ce monde-là et avoir un moment où tout le monde peut, ces différentes spécialités peuvent se rencontrer, échanger et arriver à avoir quelque chose qui tire tout le monde vers l'autre. Donc on comprend tout l'intérêt. Et en plus, du coup, le CNES est encore actuellement la seule agence à avoir Oui, alors... des personnes vraiment Oui, focus sur oui, l'éthique. parce que ce que nous avons réussi à faire, c'est... Enfin, alors ça a mis un certain temps, donc c'est pour ça que ça a duré quelques années, mais officiellement, la direction a installé un comité d'éthique. Donc on est passé au niveau un peu supérieur, non pas nécessairement à la vitesse supérieure, mais à une instance un peu plus importante. Un vrai comité, c'est plus juste une personne. Voilà, un comité c'est- d'éthique, ça veut dire à la fois des gens du CNES, des gens de l'extérieur du CNES, qui commencent à se réunir depuis un an. Donc nous sommes à la phase de démarrage. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça va être aussi une manière de passer le flambeau. Parce que c'est pas non plus nécessaire de multiplier. Le CNES reste d'abord une maison d'ingénieurs où nous préparons le programme français, nous essayons de le réaliser. Voilà, il y a de la technologie, il y a de la technique, il y a du travail d'ingénierie, il y a du travail. Donc il y a des choses qui sont
dans des sciences un peu dures. Et l'éthique, c'est une responsabilité. Je l'ai dit au début, une responsabilité parce que nous sommes un organisme public. Maintenant, on ne va pas non plus en faire la seule. Donc, si dans quelques années, ce que j'espère, le comité d'éthique est vraiment, non pas sur les rails, il ne faut pas rester sur des rails, mais a vraiment de la puissance, ce sera tant mieux. J'aurai fait mon job et ça continuera. Mais vous voyez, en vous parlant à tous les deux, et en réfléchissant à Cap sur l'avenir, parce que j'ai un peu la chance de suivre à l'occasion ce que vous faites, et ce serait intéressant à l'occasion d'avoir... Alors, dans le domaine spatial, on en parle, et puis vous pourriez trouver... Donc, j'ai même des noms à vous donner, mais vous avez déjà entendu Xavier Pascoe, par exemple. Vous l'aviez invité, je crois, il y a quelques... On avait, même en termes de droit spatial, on avait eu notre événement à Toulouse, on avait une personne qui inventait sur le droit spatial, qui était venue nous présenter ses travaux. Donc, c'est des sujets aussi qui nous intéressent beaucoup. Ce serait intéressant dans le monde de l'aviation aussi. Ouais. Est-ce que vous avez l'équivalent de dire, au fond, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sociologues, des jeunes sociologues ou pas jeunes, enfin je pense jeunes parce que c'est une question aussi de se sentir, de ne pas avoir peur de vous affronter, parce que la jeunesse, vous avez vos exigences et c'est très bien. Mais de dire au fond, qu'est-ce que les sciences humaines peuvent vous apporter. Donc dans le domaine de l'espace, il y a vraiment quelque chose qui naît, qui est très intéressant. Et dans le domaine de l'aviation, je ne sais pas. Ce serait intéressant parce que c'est vrai quand on pense aviation et sciences un petit peu plus humaines, on a un peu ce premier réflexe plutôt tout ce qui est cognitivité, ou en tout cas les passagers, gestion du stress, tout ce qu'on pense un peu quand on met l'humain dans un avion, on pense tout de suite plutôt à ça, mais on prend pas le recul de se dire mais en fait c'est quoi vraiment la science humaine et l'aviation. Mais je suis certain, ne serait-ce que là, il y a sans doute une sociologie, mais elle n'existe pas sans doute, je suis certain, une sociologie du transport aérien. L'histoire évidemment est très connue, mais il y a peut-être d'autres manières aujourd'hui de faire l'histoire, de raconter l'histoire, avec l'objectif de préparer la suite. Une fois encore, je ne suis pas dans uniquement le mémoriel pour dire on se tourne vers le passé. Non, on se tourne vraiment vers l'avenir. Et on a besoin de... il y a cette très belle image, nous sommes des nains sur des épaules de géants, et dans l'aviation, dans l'espace, nous avons des géants. Il faut grimper sur leurs épaules pour aller voir plus loin qu'eux même. Donc c'est ça qui est important. Mais il faut aussi grimper sur les épaules. Et par moments, on peut trouver autour de nous des géants. Enfin, c'est ceux qui sont juste avant nous, dans des domaines peut-être moins auxquels on pense moins. Et la chance que j'ai, et quand même je suis interrogé par d'autres personnes qui sont en charge d'éthique, à une époque j'étais très lié aux questions d'éthique dans la recherche agronomique. Ce qui les intéressait, c'était que ils avaient suivi un parcours assez classique, c'est-à-dire que l'éthique était un peu interrogée sur des cas difficiles. Est-ce qu'on peut introduire telle technique ? Est-ce qu'on peut, ou au contraire, est-ce qu'il faut l'interdire ? C'était vraiment les comités éthiques sont saisis sur des cas sensibles. Et nous, on n'a pas de cas sensibles. Donc, il y avait une espèce de liberté de pensée qui nous a permis de développer, d'aller un peu partout. Mais en même temps, il fallait aller un peu partout parce que rien n'avait été fait jusqu'à présent. Oui, puis c'était pas une question d'éthique oui ou non, c'était vraiment plus comprendre un petit peu les causes plus globales et remonter à des sources. C'est tout l'intérêt aussi de ce que tu fais. Et ça m'amène à une autre question. Comment est-ce que tu travailles en fait ? Parce que j'ai vu une citation qui était un petit peu intéressante où tu compares ce que tu fais avec un travail vraiment de laborantin où tu emploies le mot j'ai ma paillasse avec tous les éléments et ensuite je vais creuser à droite à gauche. Mais du coup concrètement comment est-ce que tu... c'est intéressant parce que c'est vrai que ce monde-là est quand même pas connu du grand public et ça m'intéresse de me dire t'as une piste et tu dis je vais passer 2 mois à creuser cette idée qui m'est venue. Est-ce que tu prends des idées d'autres personnes ? Est-ce que tu t'es entouré aussi à terme au CNES de peut-être d'autres doctorants ou c'est une très bonne question parce que quelquefois j'ai coutume d'y répondre en disant je me pose la question quasiment tous les jours. D'accord. Mais en fait j'organise mon travail en 3 rythmes ou 3 tempos, je ne sais pas comment dire ça. Le premier, c'est que le plus court terme, je veux dire, c'est ce que nous faisons ce soir. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance des médias. De fait, je suis souvent, je ne dis pas régulièrement, parce que la régularité, ça n'existe pas dans ce domaine-là, mais souvent sollicité pour intervenir dans un média, comme le vôtre ce soir, ou sur d'autres radios ou télévisions, etc. Conférences, un cours dans une université, dans plusieurs. Je reviens à l'agro régulièrement parce qu'ils veulent justement avoir un regard un peu différent de l'éthique du vivant classique. À l'ISU, à Strasbourg, l'Université internationale de l'espace, des lieux, donc des interventions. Je dis ça à court terme parce que on prépare un événement.
Bon, ça me permet de rencontrer des gens, en présentiel ou à distance. Donc, j'oublie pas que nous sommes écoutés et regardés. Voilà, donc ça prend quand même du temps. Parce qu'il faut, Oui, c'est des relations publiques, c'est ça des se relations prépare, publiques. c'est des Pour déplacements. moi, c'est très et- important. Parce que, donc c'est aussi une invitation à, s'il y a des questions dans le chat, N'hésitez pas. ou même après, enfin je suis facile à retrouver, j'ai un site, il n'y a pas de problème, donc vraiment au contraire, parce que c'est aussi à ces questions-là, les questions du public, que ma fonction m'invite à répondre. Je vous ai dit, la responsabilité publique vis-à-vis du public. Bien sûr, le CNES, Donc ça c'est ça peut être réponse immédiate. Donc, Même- premier temps. Le deuxième temps, le deuxième tempo, c'est les groupes auxquels j'appartiens au titre de ma fonction, déjà à l'intérieur du CNES. Je travaille énormément avec les gens qui travaillent en prospective. Donc depuis maintenant plusieurs années, ils m'associent à leurs travaux de prospective. Donc la prospective prend plein de... Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de prospective, mais je travaille dans leurs ateliers et je joue le jeu, parce que souvent, il y a un aspect un peu... Enfin, ludique, on utilise le jeu pour l'imagination, etc., les récits. Bon. Donc ça, je participe aussi à leurs travaux. Telle ou telle réunion autour de la question de toute la gestion des débris spatiaux. Donc c'est pour moi un vieux sujet, ça fait très longtemps que je ne suis pas un spécialiste, c'est pas moi qui vais dire comment diminuer les débris, mais ne serait-ce que d'accompagner, simplement être présent, c'est aussi une manière de dire à mes collègues ou à ceux qui participent à leur groupe, ce que vous faites là, vous êtes conscient qu'il y a une dimension humaine, même si je ne dis rien de plus que ça. On perd pas de vue Tout à cette fait. dimension humaine, malgré le fait que ce soit très technique comme question. Absolument. Et tout ce qu'on C'est se pose derrière, c'est la responsabilité. Bien sûr. Idem quand je vais suivre des réunions sur ce qu'on appelle la défense planétaire. C'est toute la menace des astéroïdes. Il y a tous les 2 ans une réunion internationale. C'est pas le petit propos que je fais qui va changer, mais c'est surtout pour dire attention, toutes ces sciences et ces techniques ont évidemment une dimension humaine. C'est un peu donc il y a des groupes. Je fais partie du comité de pilotage de notre bureau des ovnis à Toulouse. Vous savez qu'on a on a un département qui s'intéresse aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Je pourrais un jour venir vous en parler, ou vous pourrez inviter mon collègue qui connaît mieux que moi sur la technique même qu'on utilise. Mais on a un groupe donc de gens compétents qui tentent de répondre à tous ceux qui voient des choses étranges dans le ciel et qui veulent savoir ce que c'est. Donc, avant de dire c'est une soucoupe volante avec des martiens, il y a un travail à faire, et ça, nous sommes capables de faire une analyse. et on est capable de répondre à cette enquête. Donc, je fais partie du comité de pilotage. Là aussi, pour dire, c'est clair que, si vous me permettez, la matière première de la question OVNI, c'est l'humain. Aujourd'hui, on n'a pas de... En tout cas, je vous assure, je vous assure, je jure là devant vous, nous n'avons pas de restes de vaisseaux martiens dans les caves du CNES. Nous n'avons que des archives de témoignages humains, parfois très étranges. Il reste une part de témoignages extrêmement étranges. Bon. Mais nous n'avons pas Ça reste de la réponse. constatation humaine. Il y a pas Et eu ce qui de est mesure important, c'est de garder cette dimension humaine. Alors, j'ai toute confiance dans mes collègues, mais dans leur comité de pilotage, ils ont considéré que le monsieur éthique du CNES faisait partie de facto de ce comité de pilotage. Donc, je suis aussi ça. Donc là, j'ai des engagements à plus long terme. C'est-à-dire, c'est des réunions fréquentes, et comme ça, il y en a d'autres. Et puis, si tout ça risquerait de me disperser. Oui, parce que là, ça prend déjà beaucoup de temps, et beaucoup de réunions, beaucoup d'interlocuteurs, Voilà. quand même des choses à réfléchir. Et donc, à côté, et en travail de fond, j'ai toujours un dossier sur lequel je travaille. Le sujet, c'est le plus souvent moi qui me le donne. Parce que, à force d'entendre des gens dans les médias, à force d'aller me balader dans les conférences, et je vais aussi pour ça, c'est que j'écoute. Tu t'imprègnes vraiment. Et puis je me dis, tiens, là, ce sujet-là, est-ce qu'on l'a vraiment abordé d'une manière, côté un peu sciences humaines ? Non. Donc il y a un travail à faire. Je ne vais pas le faire comme étant un sociologue compétent, mais s'il n'y a pas de sociologues qui sont intéressés jusqu'à présent, peut-être que ça va leur donner des idées. Bon, alors on va, voilà. Faire la petite étincelle, en fait, Voilà. pour d'autres, justement, C'est-à-dire spécialistes. introduire un coin dans un dossier, ou aborder un sujet dont tout le monde parle, mais que finalement, nous n'avons pas fait un petit dossier un peu rassemblé, un peu synthétique, avec une historique, un peu de technique et un peu de questions éthiques. Et je l'ai fait comme ça sur
sur des dossiers comme l'observation de la Terre, dont on parlait tout à l'heure. Et alors, parce que c'est là qu'on vient, on le disait au début, j'écris des bouquins, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que je pense que tous les matins, nous pouvons nous lever, prendre un mug et nous dire ce serait génial d'étudier la question de l'éthique des Martiens qui viennent visiter tel ou tel. Bon, on a tous des idées farfelues. Après, il faut la creuser, il faut synthétiser les idées, trouver une problématique, rédiger. Bien sûr. Parce que ce que je vous raconte là ce soir, c'est facile, l'oral. Mais après, à mettre. Mais vraiment... avoir un discours un peu logique, une écriture un peu logique, et qui, au final, agrée un éditeur, ça, c'est une exigence intellectuelle qui fait qu'à la fin, non pas que vous n'avez pas fini le dossier, mais vous dire, bon, là, il y a quelque chose d'un peu construit que je peux partager à la communauté spatiale ou à des communautés de lecteurs. Et donc ça, c'est le travail de fond que j'ai toujours sur moi. J'ai toujours sur mon bureau un dossier, voire plusieurs dossiers, parce que je peux les mener un peu en travers, parce que ça m'arrive aussi des gens qui disent tiens, ce serait intéressant qu'on étudie tel ou tel sujet. Mais sinon, c'est souvent des sujets que j'ai grappillés. Donc voilà, là je suis en train de préparer un bouquin sur le tourisme spatial, parce qu'on parle beaucoup du tourisme spatial, il y a beaucoup d'articles dans la presse, très intéressants, mais avoir essayé de rassembler un peu une histoire, j'apprends des tas de choses sur l'histoire du spatial que je ne connaissais pas à travers la thématique du tourisme spatial. Et puis, ça fait aussi réfléchir sur le tourisme tout court, aller voir un peu dans le domaine du droit en disant tiens, là, il y a des trucs encore à travailler, aller approcher le traité de l'Antarctique. Ne me demande pas pourquoi, parce que sinon on est reparti sur une parenthèse, etc. Non, mais... Tu vois, donc faut vraiment balayer très large et donc c'est comme ça que j'ai construit mon mode de travail. Donc il y a plusieurs, et alors en fonction évidemment des moments, parfois c'est les médias qui demandent beaucoup parce qu'il va y avoir plusieurs choses à préparer. D'autres moments je suis un peu plus tranquille, donc ça va être le travail de fond, ou c'est le moment des vacances, ou c'est des moments un peu où quand même il faut un peu de calme pour écrire. Puis après, quand tu écris, évidemment, tu as de nouveau des médias. Donc, voilà. Rares sont les moments où tu as 6 mois devant toi pour te consacrer à l'écriture, j'imagine. Non, jamais. Ça n'arrive jamais. Peut-être qu'aussi, c'est pas ma manière de travailler. Oui, bien sûr, tu as besoin de l'alterner. Voilà, j'ai appris à travailler comme ça. Et quand on me dit, alors vous consacrez... Non, c'est quelquefois quand j'ai le temps. Simplement. Mais j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Et puis en permanence, on travaille. Voilà, un échange avec vous ce soir, avec tous les deux... Peut-être que, sans m'en rendre compte, j'ai formulé une idée dans ma tête qui demain pourra peut-être me servir à rédiger quelque chose. Parce que une question que tu m'as posée, une remarque que tu as faite, tiens, c'est vrai, c'est intéressant, parce que ça permet de relier telle ou telle chose. Et après, c'est ça, quand on essaie de présenter un dossier, il faut le présenter de manière intéressante, pertinente, stimulante. Ou alors c'est une histoire que je vous ai racontée tous les deux, puis elle est tombée à l'eau, bon ok, alors tu l'oublies. C'est un truc. Puis il faut arriver à sortir aussi de son jargon, en fait, c'est ça qui est super intéressant. Il y a cette notion de communication, tu as toujours voulu du coup partager au plus... Enfin, c'est indissociable de ton métier en fait. Depuis toujours, c'est assez naturel, tu n'as jamais eu besoin de te forcer à communiquer, non, que ce soit par écrit ou dans les médias, non, ça a toujours été... Quelquefois, il faut un peu se forcer, parce que c'est pas non plus facile. Bon, mais ça reste un truc qui t'intéresse. Passer dans votre studio, on se dit comment ils vont manger. Non, j'avais pas trop. On ne mange pas pour l'instant, ça va. Parce que je vous connaissais tous les deux, mais il y a des exercices de communication qui peuvent être un peu waouh. On se dit est-ce que je suis fait pour ça parce que c'est je sais pas, c'est en anglais. Parce que c'est devant beaucoup de monde, parce qu'il faut beaucoup préparer, ou au contraire, on n'a pas le temps de préparer. Donc, après, il faut faire confiance aussi. Hein. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a confiance en toi. Bien sûr, c'est... Donc si toi, t'as pas assez de confiance, dis-toi que lui, il a confiance en toi. Donc, tu peux pas te planter. C'est bon à garder en tête, ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est important. Vrai. Non, mais moi, je me souviens, l'une des premières fois, je suis sollicité pour faire je sais plus, une conférence sur quel sujet, mais je vais voir une personne dire mais je suis pas la personne compétente. Je connais un tel qui est plus compétent. Et mon interlocuteur, mon coach de ce moment-là, me dit « Attends, c'est à toi qu'on a demandé. La personne qui t'a invité, elle connaît les autres personnes. Elle t'a demandé à toi. Donc, tu ne risques rien. C'est lui qui prend la responsabilité. Bien sûr. Donc, surtout, vas-y, cool. Alors, évidemment, tu fais de ton mieux.
Mais tu risques rien parce que on t'a fait cette confiance. Et ça, c'est très important. Alors si évidemment, j'avais tué père et mère, j'avais fait des coudes pour prendre la place et que là, je me plante, là, c'est de ma faute. Parce que c'était un choix d'y aller, c'était pas Ça, une c'est invitation. différent. C'est vraiment- Alors que là, on m'invite. Eh ben, donc j'y vais. Et si quelqu'un dans l'Assemblée, ça m'arrivait aussi, d'être invité quelque part, et à la fin du topo, il y a quelqu'un qui se lève et dit « Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?» Parce qu'il n'était pas d'accord avec mon propos. Ben, je dis « Parce que vous m'avez invité. » Et moi, je fais confiance aux gens qui m'invitent, sous-entendu, et qui sont accueillants. Bien sûr. Bon, après, la personne, qu'est-ce qui lui reste? Elle sort. Ouais, Elle sort de la salle. C'est ce qui est arrivé. Efficace. Et Non, mais donc, bien sûr. non, mais je veux dire, c'est Ouais. très important parce que, bien sûr, quand on a un peu moins de bouteilles de communication, on peut avoir. Il faut toujours réfléchir. Mais pourquoi je suis là? Si effectivement, une fois encore, j'ai tellement poussé des coudes qu'il y a plein de gens qui sont pas contents que je sois là. Bon, là, il faut vraiment pas se tromper. Sinon, qu'est-ce que je risque? Mais rien, vraiment rien. Il n'y a plus que le bonheur d'avoir été invité, le bonheur de partager, d'avoir des questions, et même des questions tordues. Il ne faut pas s'en faire. Si elle est vraiment très tordue, tous les gens dans la salle vont dire « Et c'est quoi ces questions tordues ?» Tout le monde va te soutenir. Parce que les groupes humains vont être de bonne volonté par rapport à toi. Bon, voilà. Donc voilà, ça permet de C'est faire de cool. la communication, voir plein de gens, et ça, c'est intéressant de voir que ça t'imprègne aussi pour toutes les études que tu fais. Il y a cette facette que C'est tu un échange. apportes aux gens, et en plus, Ah, bien sûr. ça alimente après tes recherches. Donc, Mais récemment, c'est génial. j'ai accepté de participer à un colloque dans un domaine qui n'était absolument pas le mien, sur des questions d'ondes musicales, de culture des plantes, enfin bon. Je me suis toujours demandé pourquoi. Il m'a dit, vous venez parler. Mais je dis, mais quoi? Réfléchissez. Donc je fais une proposition, je parle un peu de cosmologie, etc. Et puis je leur dis, écoutez, moi je vous préviens, je vais en fait tester un papier que je dois écrire sur ce sujet-là. Ah mais c'est à peu près notre sujet, ça doit rentrer. Mais je les ai prévenus, j'ai dit, écoutez, je vais vous parler de quelque chose, c'est pas encore bien élaboré, c'est un peu mal dégrossi, mais vous me servez de cobaye. Et je vais voir à la fin de mon propos oral si ça tient ou pas. Donc, Simple, c'est c'était- vraiment... on est entre gens de bonne composition, je peux vous expliquer ça. Et ils m'ont écouté, bon, après, qu'est-ce qu'ils ont retenu, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ça m'a servi de banc d'essai, en quelque sorte. Alors, comme c'est un processus assez long, c'était que la première étape, au final, ça n'aura rien à voir avec ce que j'ai pu leur dire. Non, mais c'est un rodage Mais- comme des mais- artistes vont aller exactement, roder sur scène, exactement. une Mais- première... Mais oui. Il y a un côté d'acteur et de scène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le texte, c'est toi qui l'écris. Ouais. Voilà, c'était pas, enfin, en tout cas en partie. C'est pas seulement, il y a une part d'improvisation, en tout cas d'écriture personnelle. Ok. Bah, Je suis très bavard, je sais. non, mais bon, c'est très bien, on apprend c'est- plein de choses. voilà. N'hésitez pas dans le chat si vous avez Ouais. des questions. Alexandre, si t'as... J'ai l'œil Tu- ouvert, je tu- cherche un peu. avec beaucoup d'attention. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu aussi sur quelques thématiques que tu as pu traiter. Alors, c'est vrai que tu es sur beaucoup de sujets, on a pu voir ça, mais il y a un sujet en ce moment, on entend beaucoup parler, c'est l'exploration spatiale, avec le retour sur la Lune, le retour sur Mars, les ambitions des uns, des autres. Toi, actuellement, est-ce que tu travailles beaucoup sur le sujet? Est-ce qu'il y a des aspects dont tu as un petit peu envie de parler en termes justement de comment est-ce que l'éthique, ça comprend aussi les risques? Est-ce que ça comprend les enjeux d'aller sur une nouvelle planète, d'établir une base? Enfin, voilà, et un petit peu où tu en es sur le sujet, je trouve ça assez intéressant. Alors bon, C'est très vaste hein, comme question, voilà, j'en ai c'est conscience. un sujet Mais, extrêmement vaste, donc nécessairement, tout le monde sera déçu par ce que je vais raconter. non, je ne pense pas. Non. Mais bon, vous tous les deux, vous m'arrêtez quand je commence à déborder. D'abord, la question de l'exploration, fait partie, peut-être pas la toute première, mais une des premières questions que je me suis posée. Je débarque dans un milieu dans lequel on ne cesse de me parler d'exploration. Moi, jusque-là, j'avais jamais rencontré d'explorateurs, en tout cas de gens qui parlaient exploration. Dans l'agronomie, dans la foresterie, on parle de culture, bon voilà, il y a de l'innovation, bien sûr, mais pas d'exploration. Là, brutalement, je rencontre des gens qui même justifient leur activité en parlant d'exploration. Donc là, ça vaut la peine, parce que après, là, j'entends des choses étranges. Ça fait longtemps, on me dit, oui, alors, bien sûr, c'était les gens qui étaient passionnés.
Donc, l'exploration, c'est dans les gènes de l'humain. On est tous des Christophe Colomb en germe. Et puis, évidemment, les astronautes sont des explorateurs, comme les aviateurs étaient des explorateurs, etc. Bon, voilà, tout ça. Je dis, mais ok, sans doute, mais et l'explorer. Alors, je dis, moi, des récits d'explorateurs, il y en a plein dans nos bibliothèques. Enfin. Dans tous les milieux, dans hein, tous que ce les soit milieux. terrestre, que ce soit Voilà, marin, que ce regardez soit... l'aviation, alors on a aérien, tous, bon, bien sûr. voilà. Et comme Syntex est passé par là, alors là, on a tous les récits. Bien. Mais moi, je suis pas philosophe, mais est-ce qu'il y a une petite philosophie de l'exploration? C'est une des questions qu'on a en chat en plus, mais justement, Ouais. pourquoi Eh ce besoin d'explorer? Alors, donc on n'en trouve pas. Donc, pourquoi le besoin d'explorer? Moi, c'est pas dans nos gènes. Parce que, pourquoi? Comme je suis biologiste, un peu biologiste, je me méfie de ce qu'on met dans les gènes. Parce que dans l'histoire de la génétique, il y a l'eugénisme. C'est ceux qui ont décidé que certains gènes étaient bons et certains gènes étaient mauvais, ce qui est très dangereux. Donc, si demain, on décide qu'il ne faut plus explorer, on va stériliser tous les explorateurs, ou on les faire disparaître, leurs gènes, et eux en même temps. Bon, ça, il y a un passé sombre sur lequel il ne faut surtout pas revenir. Donc, et puis bon, alors, on va essayer de trouver une autre voie. Je ne sais pas, parmi vous, s'il y a des gens qui ont des chats ou un animal. Les chats en particulier sont très curieux. Donc la curiosité, elle n'est pas seulement humaine, elle est partagée par beaucoup d'êtres vivants. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Est-ce qu'il n'y aurait pas des croquettes, des pots de confiture, des friandises, je ne sais pas quoi, des graines pour les oiseaux? Voilà, on est curieux. Mais du coup, la question, c'est de savoir la Alors, porte jusqu'où elle va. Alors, la question, c'est que qu'il y a derrière. ce qui va nous différencier de mon chat, qui s'appelle Yori, c'est pas par hasard, Ça tient. c'est que moi, j'ai une capacité d'imagination. C'est-à-dire de m'absenter, alors que je suis actuellement dans le studio de Jumpseat. De grande fréquence. Grande fréquence, pardon, je suis un peu Pas de paumé. souci, pas de Mais souci. bon, enfin Alors, bref, pas de souci. je suis avec vous, Alors, vous au avez Club de Cap France sur et- l'avenir, allez au Club de France, mais je peux très bien imaginer dans un autre lieu, un autre temps, en train de faire autre chose. Alors, il faudrait que ça soit plus agréable, mais c'est déjà très agréable d'être avec vous, donc j'ai pas besoin. L'imagination. Ça, c'est un truc que nous avons dans notre cerveau, qui est lié à des connexions neurologiques tout à fait normales. C'est là qu'à la limite, on peut dire qu'il y a la génétique. Bon. Mais quand vous combinez la curiosité et l'imagination, là, vous dites, j'ai vraiment envie d'aller voir. Parce que c'est pas des croquettes. Mais je ne sais pas si les chats ont un paradis. Mais ils se disent, derrière la porte, est-ce qu'il n'y aurait pas le paradis? Alors, je veux absolument aller voir. Si C'est on mieux peut le que les faire, croquettes. pourquoi ne peut... Voilà, faut se donner les moyens Et d'aller donc voir. l'exploration, Ouais. c'est ça. C'est mettre en œuvre. C'est une des explications. Il y en a plein d'autres. Hein. Bon, parce que ça se combine avec d'autres choses. C'est les territoires inconnus, mais aussi les territoires à explorer puis à conquérir. C'est lié à la besoin de trouver de nouveaux territoires de chasse ou de plantation. Enfin, voilà. Dans l'histoire de l'humanité, l'exploration pure, elle a existé. Mais elle n'est jamais totalement pure. Il y a aussi dans l'exploration quelque chose sur la recherche de nos origines. On voit bien aujourd'hui pourquoi on explore Mars, c'est la question de la vie. Y a-t-il la vie ailleurs? Et donc qui nous permettrait de mieux connaître notre vie à nous et son histoire. Bon. Quand vous voyez aussi des récits d'explorateurs, tous ceux qui vont les sources du Nil, les sources du Gange, beaucoup d'explorations sont allées aux sources d'eux. Donc c'est une combinaison de tout ça qui fait que nous sommes, nous les humains, explorateurs. Alors c'est sûr que l'espace, ça offre un horizon infini. Une fois qu'on a fait le tour de la planète, et avant même d'avoir fait tout le tour du fond des océans, parce qu'on les a toujours pas vraiment fait, on connaît quelques fosses, etc., mais on a une géographie pas trop mauvaise, mais pas impeccable non plus. Il y a encore plein d'espèces à y découvrir. Enfin bref, brutalement, 1957, le ciel nous est ouvert, Spoutnik. Alors là, on se dit, mais on connaît la frontière inférieure de l'espace, mais il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. On peut aller partout. Voilà, nos limites, c'est encore mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, l'exploration, elle ne fait que commencer. Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'on entend, et je le comprends, des gens qui nous disent, oui, mais tout ça, l'exploration de l'espace en particulier, ça coûte cher, c'est dangereux, comme toute forme d'exploration, parce que par définition, l'exploration, c'est aller dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc si on ne le connaît pas,
On maîtrise pas tous les risques, nous faut ne juste les maîtrisons imaginer pas. au Voilà. maximum. Et Nous les essayons de anticiper. prévoir les risques, les anticiper, les préparer, mais il y a une part de risque évidemment plus importante que simplement prendre le métro et aller dans un territoire connu. Donc il y a ça. Il y a le coût. Est-ce que nous ne ferions pas mieux de consacrer le milliard d'euros que peut coûter une mission sur Mars, un petit peu sympa, à tous les besoins terrestres. Donc, ça, nous l'entendons aujourd'hui. Et je l'entends très bien. Et cette question ne serait-ce que de répartition des moyens que nous pouvons consacrer à l'exploration spatiale par rapport aux besoins de cette planète. Mais j'ai toujours peur des discours qui consistent à dire on n'explore plus, on ferme la fenêtre, on ferme le hublot, la porte, parce que y a tellement de soucis chez nous que voilà, restons chez nous. Parce que l'humain, j'ai dit tout à l'heure, c'est un être de curiosité, d'imagination, et que si nous bridons notre imagination, on peut dire il ne faut pas imaginer, ben, je pense que nous bridons aussi une forme d'avenir de l'humanité, et qu'on n'est plus vraiment humain. Et on se sépare d'une partie en fait de Voilà. l'être humain, de savoir Alors, rêver, imaginer et se projeter. On est d'accord. loin de son L'exploration jardin, de l'espace, on peut explorer d'autres choses. On peut explorer le fond des mers, dont je parlais tout à l'heure. Il peut aussi y avoir des intérêts à mieux connaître le fond des mers pour vivre mieux sur cette planète. Pensons à quelqu'un comme Jacques Rougerie, pour les travaux duquel j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, qui imagine des habitations et puis aussi des manières de mieux vivre avec nos océans. Bon, bien sûr, il y a plein de choses à faire aussi sur Terre. Mais il y a aussi dans le ciel, mais quand je dis le ciel, c'est pas seulement l'aérien, c'est aussi le spatial, une dimension particulière, c'est la troisième dimension, c'est la question de l'infini ou l'apparence d'infini de l'univers, des choses qui nous alimentent, qui nous nourrissent, nous les humains, qui sont quand même essentielles. Et dont nous ne devrions pas vouloir trop vite nous débarrasser ou nous empêcher. Nos ancêtres pensaient que le vol dans l'espace était interdit, pour des raisons quasiment philosophiques. C'était le domaine des dieux, c'était le domaine des anges, c'était le domaine de la perfection, et nous ne sommes pas parfaits. Donc c'était interdit. Mais il était quand même, il y avait une forme d'exploration dans l'exploration spirituelle, l'exploration de l'esprit. C'est aussi une forme d'exploration que nous pouvons développer, et que nous devons développer. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec différents moyens, il y a les vols habités. On prépare en 2026 le vol de 2 francophones, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement une française, mais aussi un belge, donc 2 francophones dans l'espace en 2026. Bon, il y a ça, mais il y a aussi les vols robotiques. Pensez aux extraordinaires images du télescope Hubble, du télescope James Webb. C'est quelque chose qui nourrit notre imaginaire, qui nourrit notre humanité. Nous sommes baba devant ces images. Bon, peut-être qu'elle nous bouleverse aussi un peu. Qu'est-ce que nous sommes, en a besoin. Mais on en a besoin. Pensez à cette magnifique phrase, en tout cas, ce qu'il a rendu, hein, le mot du Berry, nous sommes des poussières d'étoiles. Voilà, bon, c'est vrai que ça fait partie de ce que l'espace nous a apporté, continue à nous apporter, à nous enrichir. Et j'allais dire, pas seulement, une fois encore, nostalgie ou voilà, c'est tellement bien, il faut continuer. Non, c'est que c'est aussi une manière de nourrir le présent, nourrir le futur. Et je crois qu'une fois, lors d'une de vos journées, on avait réfléchi sur la différence entre le futur et l'avenir, hein, en disant le futur, l'avenir, c'est ce qui vient vers nous. Le futur, c'est comme ce que nous bâtissons pour le temps d'après. Et le temps d'après, nous avons besoin de cette inspiration, de l'exploration. Si l'espace peut alimenter, susciter l'exploration dans nos esprits et surtout l'esprit des générations qui viennent, ça vaut la peine d'y consacrer un peu de moyens. Parce que les moyens, c'est toujours très relatif. Oui, c'est beaucoup, 1 milliard pour une mission. Une mission qui va durer une trentaine d'années. Bon, déjà, ça relativise beaucoup. Et puis, on voit ce que nous sommes aussi capables de faire sur Terre avec 1 milliard. Nous sommes capables de construire des hôpitaux, de construire des écoles. Nous sommes aussi capables de faire la guerre. Et la guerre coûte toujours beaucoup plus cher que de construire des écoles et construire des hôpitaux, malheureusement. Donc, interrogeons-nous aussi là-dessus. Je suis vraiment bazar. Non, mais c'est très bien. Mais justement, en parallèle, on a beaucoup de questions du chat. Peut-être t'en as sélectionné une ou deux, Alexandre. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges. Merci à vous. On nous demande tout simplement, est-ce que avec le temps, l'exploration devient de plus en plus difficile due à la bureaucratie?
C'est une très belle question. Je ne sais pas qui la pose et quelle est l'expérience qu'il a de la bureaucratie. Alors, c'est vrai, et c'est ce que disent les scientifiques, ce que disent les ingénieurs. Et ça, bon, il suffit de vivre la vie quotidienne. La bureaucratie nous envahit et devient, pour voyager, c'est de plus en plus compliqué. À la fois, vos avions sont de plus en plus économes, de plus en plus confortables, de plus en plus efficaces, volent à l'heure, etc. Mais en même temps, pour monter dans un avion, ça devient de plus en plus compliqué. Et quand on arrive aussi par la bureaucratie. Bon. Alors il y a les trucs paraphes, mais ça marche pas toujours, mais parce que ceci, il faut... Bon, nous les humains, nous arrivons à nous compliquer, c'est extraordinaire, nous nous compliquons toujours la vie, tout en simplifiant, on la complique en même temps. Peut-être aussi un peu par peur. C'est la même chose dans l'exploration spatiale, je reconnais, et les scientifiques le disent. Et en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est qu'évidemment, les territoires les plus simples à explorer, les plus proches par exemple, nous les avons déjà bien explorés. Désormais, il faut aller plus loin, donc ça veut dire des distances à franchir, alors soit physiquement quand on envoie une onde, mais aussi les temps de communication avec nos sondes, parce qu'il ne faut pas oublier l'exploration robotique. J'avais ça en tête. C'est je crois, un travail que nous devons entreprendre. En tout cas, ça fait partie un peu du travail de fond. Nous devons d'abord, comment dirais-je, utiliser l'exploration habitée, enfin, la fructifier toujours mieux, enfin, utiliser l'expérience des astronautes de mieux en mieux. Et je pense qu'il y a encore des choses à en tirer. Quand nous les rencontrons, il faut leur poser de nouvelles questions, aller plus loin dans qu'est-ce que ça change dans l'humain, de l'humain d'aller dans l'espace. Mais la même chose avec nos robots. Nous avons des robots de plus en plus perfectionnés qui sont capables de nous donner une connaissance de plus en plus fine d'espaces dans lesquels nous n'irons jamais. En tout cas, d'espaces dans lesquels on n'aura jamais aucun contact physique. Dans le chat, ça parle de Voyager 1 et 2 notamment. Oui, qui ont dépassé l'héliosphère, donc la zone d'influence du Soleil, et avec des messages et qui nous renvoient encore quelques messages. Alors, je ne sais plus lequel va se taire l'année prochaine ou dans 2 ans. Après, déjà 50 ans de voyage, pratiquement 50 ans de voyage. Mais donc l'humain a posé sa roue ou sa pince ou son panneau solaire, on se voit très loin. Et ça, nous devons en profiter, le faire fructifier et nous interroger comment ça nous change comme humains de connaître tout ça. Mais ça nous a changé. Si on revient sur des questions très terrestre, et ce que je veux dire là est une banalité, mais il ne faut jamais l'oublier, c'est ce mot d'un, je ne sais plus quel astronaute des missions Apollo qui a dit « Nos missions, c'est d'aller sur la Lune, d'explorer la Lune, et nous avons découvert la Terre. » Avec ces célèbres photos, ces quelques photos de la Terre vues depuis la Lune font partie des photos les plus célèbres de l'histoire de la photographie. J'en suis convaincu, c'est le top 10, les 10 photos les plus célèbres. Je pense que quand tu l'évoques, tout le monde a en tête. Voilà. Et il faut les regarder. Et je vous invite un jour à utiliser projeter une de ces images, en particulier la belle où la Terre, pour la première fois, a été prise en une seule fois totalement. Vous la projetez dans le noir devant vous, vous restez un instant, c'est bluffant. Bouche bée. Moi, je l'ai vu dans une salle de spectacle un jour et c'était complètement bluffant. Et donc, c'est pas ça qui a déclenché la prise de conscience écologique. C'était antérieur aux missions Apollo, mais c'est venu apporter un appui symbolique, iconique. C'est vraiment une véritable icône qui nous rend, attentifs et qui doit nous faire dire. Il faut nous intéresser à la Terre, bien sûr, et nous nous y intéressons beaucoup aujourd'hui, mais il faut continuer à garder un œil à l'extérieur parce que ça ne nous fera jamais oublier cette Terre. Au contraire, l'expérience du spatial, c'est qu'en allant au-delà de notre atmosphère, nous avons redécouvert la Terre et nous avons noué des liens nouveaux avec cette Terre. Et plus nous irons loin, plus nous nouerons de nouveaux liens avec cette Terre. Si un jour, il y a des humains sur Mars ou autour de Mars, tout reste à faire, beaucoup de choses restent à faire. Quand ils verront avec leurs yeux, derrière leur casque, la Terre, c'est encore un nouveau lien avec la Terre. On peut le faire aujourd'hui avec des robots. Les robots prennent des images de la Terre vue de Mars,
Mais si un jour c'est un humain qui a ça, je ne sais pas d'ailleurs psychologiquement comment on supporte ça. Et on ne le sait pas, tant qu'on ne l'aura pas vécu. Mais ça, c'est une exploration humaine, elle aura peut-être lieu un jour, et ça aura des conséquences philosophiques, psychologiques, sur tous les terriens que nous sommes. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le besoin d'imagination de l'être humain. Bien sûr. Et en fait, de stimuler cette imagination avec des images qu'on n'aurait peut-être pas pu forcément se faire soi-même. Là, d'un seul coup, on prend du recul d'un coup avec notre imagination, on part d'un point un peu plus loin et on se projette encore plus. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de choses où il faut laisser, je reviens à mon idée du forestier, il faut laisser du temps au temps. Ouais. Dans le domaine de l'aviation, mais je marche là sur des zones qui ne sont pas vraiment connues. Mais quand on voit justement, encore récemment, je voyais ces premières images et on s'en moque un peu facilement, mais ces pionniers, même d'avant les frères Wright, qui tentaient de voler en imitant les oiseaux, ça n'a jamais marché. Bien. Il a fallu comprendre comment fonctionne une aile rigide, et ça, c'est des choses que vous maîtrisez, la mécanique des fluides, des tas de choses, et bon, voilà, on fait voler. Et je me souviens très bien, en 2005, juin 2005, j'étais au Salon du Bourget, et c'était le premier vol de l'Airbus 380. Et j'étais avec Jean-François Georges, ancien président de l'Aéroclub de France, un ami, un grand monsieur, un ingénieur, plus aussi musicien extraordinaire, et il me dit, regarde voler cet avion, regarde les ailes. Et je voyais les ailes qui faisaient ça. Il me dit, tu vois, il a fallu un siècle pour que, grâce à l'innovation technologique, nous puissions transformer des ailes qui étaient très rigides. Quand on voit l'avion des frères Wright, on se dit, mais ça bouge à peine. Enfin, bon, à ce moment-là, je crois qu'il travaillait un peu par torsion des ailes. Il n'y a pas de gouverne. C'est vraiment, c'est très très rigide. Ouais. Et là, on voit ces ailes c'est presque comme des plumes. Oui, mais ça, c'est pas l'humain qui pilote. C'est parce qu'il y a des ordinateurs, me dit-il, qui permettent maintenant, ça y est, d'imiter les oiseaux. Il a fallu un siècle pour ça. Donc, l'imagination des premiers pionniers allait contre nature quelque part. C'était pas du biomimétisme. Et aujourd'hui, parce que nous avons nos prédécesseurs, vous les ingénieurs, vous avez travaillé, nous arrivons finalement à imiter quand même ceux qui savent le mieux voler, qui restent les oiseaux. Parce que c'est quand même enfin, alors pas tous, on est d'accord, il y en a certains, ils sont pas terribles. Certains ne volent même pas du tout. Mais il y en a certains qui sont des extraordinaires voiliers. Le vol d'un albatros, voilà. Je pense que tout le monde... Et là, on se dit, mais nous pouvons à peine commencer à les imiter parce qu'il s'est passé tout ce temps d'imagination, d'exploration. Et c'est pour ça qu'ils laissons du temps au temps. De verrou en verrou, on en arrive à accomplir nos... Et donc, là aussi, c'est l'imagination, la curiosité, tout ça, vous voyez, c'est lié. Enfin, quand on parle d'exploration de l'espace, quand je parle d'imaginaire ou de curiosité, c'est pas seulement aller voir la dernière étoile du Petit Prince, etc. Pour gérer, c'est pas de la poésie. C'est aussi des conséquences qui sont immédiatement terrestres et pas immédiatement, mais qui ont des conséquences aussi techniques. Oui, bien sûr, ça en découle directement. Absolument. Sur la technique. Eh ben, moi, franchement, c'est passionnant. Je bois tes paroles, mais du coup, je propose qu'on a commencé à en parler un petit peu d'aviation pour la fin de l'interview. On a passé beaucoup de temps dans l'espace, qu'on revienne un petit peu sur l'aviation. On a l'Aéroclub de France. Et donc, je crois que ça te tient aussi beaucoup à cœur. T'es tombé assez tard dedans, finalement, parce que t'es arrivé tard dans le spatial, mais dans l'aviation encore un petit peu après. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Quelle a été ta découverte, tes débuts dans cette troisième dimension ? Parce que le spatial, tu l'avais peut-être beaucoup vu, on va dire, sur le papier, voir des lancements, mais on le vit pas de l'intérieur. Là, tu as eu l'occasion de voler, des choses comme ça. Enfin, voilà, quel a été tes débuts ? Malgré mon jeune âge, j'ai quand même quelques cheveux blancs, j'ai commencé à écrire mes mémoires, et je les ai intitulées « Mémoires d'un garçon de piste ». Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des éminents pilotes. La première d'entre elles étant Catherine Monory, l'actuelle présidente de l'Aéroclub de France. Bien à elle. Voilà. Qui avait lancé notre projet Cap sur l'avenir. Voilà. Mais avant, en commençant à écrire mes mémoires, je me suis rendu compte que j'avais un passé aéronautique avant même ma naissance. Bon, et dans les mémoires que très gentiment Alexandre montre, à la caméra. Voilà, le ciel pour témoin, je raconte que quand ma mère était enceinte de moi, j'étais très paresseux et le terme était arrivé des 9 mois et je n'étais toujours pas là. Et donc mon père, qui était pilote privé,
alors à la manière des années 60. Il y avait même, oui, il commençait à y avoir quand même la radio, peut-être dans les avions, mais à peine. Je crois que, je suis pas sûr qu'il y avait une radio dans son avion. A décidé d'emmener ma mère pour secouer un peu la mère et l'enfant. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai toujours le carnet de vol et j'ai vu le vol qui existe effectivement, assez court, dans un Jodel, je ne sais plus lequel, j'ai l'immatriculation même, et il racontait que bon, ça servait à rien parce que en fait, elle était mieux calée en termes de poids de centre de gravité que lui. Et lui commençait à être plus rapidement malade, en quelque sorte. Elle était très claire, parce que moi, j'étais là, un peu un sac de sable, en quelque sorte. Nous sommes rentrés, et 2 jours plus tard, je suis né. Alors, je sais pas. Donc, j'ai un passé aéronautique. Premier vol avant la naissance. Voilà. Ouais. Mais ça s'est arrêté là. Après, l'aviation restait quelque chose d'assez lointain. Et puis ensuite, je vous parlais tout à l'heure de mes mentors, de mes parrains dans le domaine spatial. J'ai eu la chance d'avoir des parrains et des marraines dans le domaine de l'aviation beaucoup, beaucoup plus tard. C'est passé par le spatial, c'est passé par mes amis de l'espace, mes amis astronautes, qui m'ont fait rencontrer des... voilà, Encore une histoire de rencontre. Voilà, exactement. Alors après, je ne vais pas vous raconter tout, parce que sinon, il y en a on va dépasser les heures raisonnables. Mais c'est ce que j'ai voulu dans ces mémoires aussi, rendre un hommage. Pour certains, c'est un vrai hommage. Tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais de cette célèbre citation, nous sommes des nains sur des épaules de géants. C'est un mot que j'aime bien utiliser pour une de nos amies, qui est Valérie André, donc général de l'armée de l'air, médecin, qui est connu pour ses véritables exploits comme pilote d'hélicoptère et médecin pour aller au-delà des lignes, sauver des soldats français, vietnamiens, etc. Et voilà des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'ai la chance de voir encore aujourd'hui. Je pense à Valérie. Et ça, ce sont des cadeaux incroyables, parce que c'est pas parce qu'elle a plein de décorations, c'est pas parce que... Mais, par exemple, je pense à Valérie ce soir, c'est quelqu'un qui a une humanité extraordinaire, et j'allais dire grâce à l'aviation, mais qui incarne ça. Enfin, on ne peut pas rester insensible, c'est vraiment un tout, en fait. Catherine m'a raconté que quand... vous savez peut-être que l'aéroport de Issy-les-Moulineaux a été rebaptisé, il y a 2 ans, rebaptisé héliport, parce que c'est un héliport maintenant, héliport Valérie André. Et Valérie était donc invitée à ce baptême. Bon, c'était au mois de mars, il faisait froid, Valérie était dans un manteau de fourrure avec son calot de général, et puis sur un fauteuil roulant, parce qu'elle a aujourd'hui plus de 102 ans, 103 ans en avril prochain, et j'étais pas là, mais Catherine Monory m'a raconté, et Valérie écoutait d'une oreille et d'un œil discret. Peut-être aussi d'ailleurs ce qui se passait, parce qu'il faisait pas chaud, elle était dans son manteau de fourrure. Et à un moment donné, l'hélicoptère, il y a même un film là-dessus, parce que c'était pris par la télévision de la mairie, un hélicoptère de la sécurité civile est mis en alerte et donc décolle. Et elle entend le bruit, elle se réveille, et on la voit sur la vidéo. Vraiment, je vous convie d'aller regarder, vous chercher, je sais pas, héliport Valérie André, il y a 2 ans, oui, 2022, etc. Voilà. Et on la voit qui sort son bras et qui salue l'hélicoptère. Et l'hélicoptère répond à son salut par un petit mouvement une petite révérence et part à sa mission. Classe. Qu'est-ce que vous voulez ? Un souvenir pareil, moi, ça m'émeut profondément, parce que c'est une chance fantastique. Quand vous montez ici l'escalier de l'aéroclub, quelque part, vous avez la chance de respirer le même air que Valérie André. Et puis alors, ceux d'avant, les gens de l'aéropostale, ces aventures-là, et puis ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui qui, alors, tu as raison, dans l'espace, c'est difficile d'aller avec des astronautes. Ben, on peut quand même essayer au moins de les rencontrer, de partager un moment. Bon, voilà, on se dit, c'est pas le fait. Un jour, la première fois que j'ai pris un ascenseur avec un astronaute, j'étais complètement flagada. Je me dis, t'étais dans le même ascenseur qu'un astronaute. Bon, depuis, je les ai rencontrés. Mais c'est rencontrer de l'humain. C'est partager une passion, parce qu'ils vous écoutent. Bon, et c'est la même chose avec les aviateurs.
Bon, voilà, moi je suis pas pilote, j'ai juste appris où était l'avant, l'arrière d'un avion pour rentrer du bon côté, en quelque sorte. Mais voilà, c'est aussi à travers des... Bon, je pense à Catherine, évidemment, je pense à la patrouille de l'Aéroclub de France, enfin, des pilotes qui... Vous voyez, ce qui m'émeut toujours, c'est que nous prenons tous des risques. On parlait tout à l'heure de la prise de parole en public. Ok, bon, je vous ai raconté, surtout, enfin, je vous ai fait le côté un peu cool, soyez cool. Mais bon, malgré tout, on peut se planter. Mais c'est pas grave si vous plantez. Un jour, je l'expliquais à quelqu'un. Si tu te plantes pendant une conférence, pendant ton cours en université, t'es blessé dans ton amour-propre. Puis le soir, tu rentres chez toi. Pas bien danger ta vie, en voilà. théorie. Mais parce que je participe à des meetings, les pilotes qui vont aller faire une présentation en vol ou au salon du Bourget ou un vol en patrouille à Chartres comme l'année prochaine, bon, il y a un moment donné, on rigole plus. Parce qu'on a une responsabilité par rapport à sa vie, par rapport à l'autre si on est en patrouille. Et ça, quand on a la chance comme moi d'être à côté, garçon de piste, parce que moi je porte les bidons, puis voilà. Tu commentes un petit peu aussi, je crois. Oui, je commente aussi. Bon, moi, ça c'est arrivé après. Ça c'est bon, mais j'ai la chance d'être à côté d'eux. J'ai la chance de sentir ça. Puis après, tu te dis bon, je serai jamais un pilote comme ça. Mais comment dans mon domaine, je peux développer la même excellence? Parce que ça c'est important. Chacun dans notre domaine, on peut être excellent, je veux dire, au sens où développer de l'excellence. Je veux dire... On peut s'inspirer de la beauté mais de voilà, leurs gestes et voilà. vraiment de Bien à quel sûr, point ils sont d'avoir pointus pour envie de faire pareil je dans ne serai son jamais domaine. astronaute, Bien sûr. mais quand j'ai la chance de les côtoyer, les rencontrer, de parler avec eux, c'est un stimulant. Comment je peux, à ma mesure, dans mes capacités, je ne pouvais pas monter dans une capsule. De toute façon, même dans un avion de chasse, on m'a dit que j'étais trop grand et que je ne pouvais pas passer. Voilà, il manquait quelques centimètres pour le siège éjectable. Bon, tant pis. Mais l'excellence, la qualité pour juger du risque, l'audace, une grande qualité, on peut l'avoir tous dans nos domaines, y compris dans l'écriture. Est-ce que je serai assez audacieux dans mon prochain écrit ? Peut-être pas. Ce sera dommage. Mais attention, pas non plus trop si c'est pour raconter n'importe quoi. Non, il faut... L'excellence, c'est mieux que ça. Mais comme un pilote va pas les faire, pas pousser trop pour vraiment juste comme il faut. Il peut et pas. c'est la même chose pour Parce un que écrivain, lui, il peut pas. Bien sûr. Et donc, ça, c'est des extraordinaires leçons. Et quand nous avons, parce que vous avez aussi cette possibilité-là de fréquenter des gens de cette qualité, mais je dis pas, c'est pas des saints et des saintes, c'est pas des gens parfaits, ils ont leurs défauts, et quand on les fréquente, on finit aussi par voir les défauts. Mais je veux dire, là, c'est dans l'engagement, dans l'enthousiasme, dans la passion, dans la sagesse, dans le savoir-faire. Tu sais que sagesse, c'est savoir-faire dans la langue des anciens. Le savoir, c'est facile à acquérir. Enfin, c'est facile. Bon, on ouvre un bouquin, on va sur Internet, on va sur Wikipédia, on se branche, on sait tout. Oui, faire le singe savant. Voilà. Mais savoir-faire, Ouais, ça, c'est autre chose. Et pour les anciens, c'était ça, la sagesse. C'est lier le savoir, la connaissance et l'action. Et les pilotes que j'ai la chance de rencontrer, moi, je dis Ils pas... incarnent ça. Pour moi, c'est une forme. Il y en a d'autres. Ouais. Aller rencontrer un cuisinier, enfin, je sais pas, dans tous les métiers. Tous les métiers doivent avoir cette excellence. Mais on ne rencontre pas tous les jours des gens qui cultivent l'excellence. Mais ça doit être au moins la 6e recommandation. Après, j'en avais plus. Je dirais, choisissons nos fréquentations, au fond. Surtout à votre âge, enfin, vous êtes tous les deux jeunes en face de moi, puis j'aurais ceci juste à côté, mais... Il est un peu plus vieux. Hein. Bon, ouais. Non, mais il y a encore le temps. Puis on n'a jamais fini. Non, choisissons nos fréquentations. Alors, attention, il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce côté inspirant, voilà. C'est bien quand moi j'ai participé à vos journées, enfin participé ou assisté aux journées que vous organisez, et que je vois sur la scène, la dernière fois, il y avait quelques astronautes, il y avait Patrick Franceschi, il y avait... Bon, c'est des gens qui ont vraiment, qui pour moi, ont su cultiver une forme d'excellence et qui je dis pas qu'il faut c'est pas les imiter comme ça, en disant je vais faire comme. Non, pas du tout. Mais comment, dans nos domaines, développer la même chose? Alors, c'est de l'exigence. C'est vrai que c'est exigeant. Parce que pour être excellent,
bah, Ça tombe pas du ciel. ça tombe pas du ciel. Hein. Même dans l'aérien, ça tombe encore moins Évidemment. du ciel. Mais c'est... Après, on se dit, ouais, bah, ça vaut la peine. Alors là, je prends ma casquette d'ancien. Vraiment, ça vaut la peine. Mais ne serait-ce que de les fréquenter. Donc, et ce qu'on dit, il ne faut pas avoir peur. Bon, il faut être délicat, il ne faut pas être intrusif, il faut Pareil savoir... avec ses gros sabots, mais après, Voilà. ça garde Mais- vraiment ses échanges, ça garde une ligne pour sa vie, voilà, une sorte de ligne directrice un petit peu, garder en tête Ouais. toutes ces personnes Ouais. inspirantes et ça peut... Absolument. Eh ben, moi je pense que sur ces belles paroles d'aviation, est-ce que Ouais. tu avais un petit quelque chose à rajouter, Non, moi, Alexandre? ça m'a passionné là pendant un peu plus d'1h30. Oui, là il est déjà 21h40 quand même, on a bien... Bon, alors... On a couvert voilà. pas mal d'aspects, Mais non ça... En tout cas, bah... mais je t'avais prévenu que j'étais bavard. Hein, Mais c'est parfait, mais voilà, alors, bon. justement, C'est c'est ce tout le que- but de l'émission, voilà, on a pu c'est- échanger. Bon, Moi, d'accord. j'ai vraiment bu tes paroles, je pense. Les personnes qui nous ont suivis aussi, Aussi, ouais. et on a eu quelques Ah, mais, échanges dans le chat. Merci à elle, en tout cas, à ces personnes. Hein, Non, c'était vraiment un bonheur. Ouais. On va Et peut-être puis, pouvoir passer au... Aux recommandations. Tout à fait. Alors, Vas-y, Antoine, je te laisse non, mais- commencer. Non, j'ai Non, non, beaucoup parlé là. Ouais. Je te- Bon, je vais commencer. Cette semaine, je voulais vous recommander un documentaire. Un documentaire qui s'appelle Speed and Angels. Alors, c'est un documentaire qui est sorti en 2008. Pour changer, c'est sur le militaire. Mais pas n'importe... Enfin, c'est entre guillemets accessible à tous et ça parle à tous. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même beaucoup référence à Top Gun. Speed and Angels, c'est un documentaire d'1h30 qui suit deux pilotes en formation. Alors, un garçon et une fille qui sont américains et qui font partie des derniers pilotes à être formés sur F-14 Tomcat. Donc, c'est un avion emblématique. On a reçu Romain Hugo dans une émission précédente pour nous parler notamment de sa BD Tomcat. Et on suit leur parcours, leur histoire au cours de leur formation et un peu après. Et c'est un récit avec des images sublimes, surtout pour l'époque, qui nous rappellent beaucoup Top Gun. Donc n'hésitez pas à foncer, voilà, il est disponible sur Prime Video si vous voulez, 1h30. C'est toujours un régal. Petit rappel de F14 de notre précédente émission, pas mal Alexandre. Bon, merci Antoine, et toi alors, qu'est-ce que c'est ta recommandation ? Moi c'est beaucoup plus simple, mais ça peut intéresser tous ceux qui nous suivent. Je vais recommander le salon des formations et des métiers de l'aéronautique qui a lieu donc tous les ans au Bourget. Alors pourquoi j'en parle maintenant ? Ça a lieu fin janvier, c'est du 31 janvier au 2 février. Ça a lieu donc au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Moi, je sais que je l'avais fait quand j'étais au collège et j'avais eu l'occasion de rencontrer par exemple des pilotes d'essai. Et c'était justement, on parlait d'avoir des mentors, des personnes inspirantes qui après vous permettent de soit questionner ce que vous avez déjà décidé dans votre vie ou autre. Moi ça a vraiment été le cas, ça a été très enrichissant. Et donc voilà, je recommande. Faut déjà s'inscrire dès maintenant si vous voulez pour certaines conférences par exemple. Ça va vraiment, ça couvre énormément de choses. Hein. Métier de pilote, les carrières de PNC, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir des techniciens, il va y avoir pour les ingénieurs, il y a vraiment de tout ce que vous voulez faire dans l'aérien, des hélicos, des avions, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je recommande. En plus, l'entrée est gratuite, vous pouvez visiter par la même occasion le musée du Bourget, ce qui est quand même une très bonne occasion. Si vous voulez y aller en famille ou autre, voilà. Moi, ça avait été mon cas avec ma famille, on était montés de ma petite campagne à Paris, donc pour le salon, visiter le musée du Bourget, c'était une très belle occasion. Donc voilà, je recommande. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, c'est donc le salon des formations et métiers de l'aéronautique. Voilà. Bah, écoute, Musée Bourget auquel on est tous attachés, merci j'imagine. Antoine. À ton tour, peut-être une petite donc 7e, 8e Oui, oui, recommandation de la 7e, soirée. recommandation. Mais dans ce cas-là, puisque tu viens de parler du musée du Bourget, je me contenterai de rajouter qu'il y a actuellement une exposition qui est ouverte depuis hier ou avant-hier qui s'appelle Flight, donc sur le vol. Donc le musée du Bourget a développé un certain nombre d'expositions qui étaient préparées en lien avec d'autres musées ou lieux d'exposition. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une exposition sur le vol avec un rapport entre le vol animal, c'est pour ça que j'avais été en tête quand je vous ai parlé de biomimétisme peut-être, donc le vol animal. Et il y a en particulier dans l'apport spécifique du musée du Bourget, dans le début de l'aviation, quelques pièces ou des facsimilés, parce que les vraies pièces sont protégées, mais sont du musée, qui évidemment, justement, nous rappellent ce saut extraordinaire, ce saut technologique depuis en un siècle, d'où nous venons en termes de technologie, avec des choses extrêmement
apparemment sommaire, mais extrêmement sophistiqué dans la compréhension scientifique du vol. Donc, pour ne pas multiplier, puis je donne beaucoup de recommandations, prenez en particulier le temps, si vous allez au musée du Bourget, d'aller voir cette exposition, parce que voilà, c'est une exposition temporaire, et pour les amateurs de vol, c'est l'occasion de voir quelques très beaux exemples, et puis de se tester sur le pliage d'avions en papier. Bon, ça va. Puis on a beaucoup parlé d'histoire, de comment on pouvait s'imprégner Voilà. pour s'imaginer dans le futur. Donc ça conclut bien l'émission, je pense. Mais en tout cas, Ouais. merci à tous de Ouais. nous avoir suivis. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous pour d'être, votre accueil. d'être venu ce soir. On a pu échanger de plein de sujets. Totalement. C'était parfait. Mais Je remercie Joris qui était à la régie aujourd'hui, Cécilia, Nico Merci aussi, à qui toi, nous fait, Antoine. Nico, exactement. notre réalisateur. Et puis on se retrouvera pas tout de suite, peut-être semaine prochaine pour un peu de simulateur de vol, mais après une petite pause estivale, on se retrouvera pour Estival. Hivernal, Pas tout Alexandre. Peut-être hivernal, Non, mais non, oui. à moins que tu ailles en Australie. Mais, De bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera J'attends déjà la fin de la saison. Voilà. Oui, on a compris. mi-janvier pour un prochain Grande Frequency, donc ben, depuis l'Euroclub de France. Et puis bonne soirée à tous. Bah merci. Merci, bonne soirée.